Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour vous garer, pour ceux qui avaient besoin de se garer, parce qu'apparemment il y avait une grosse galère. Donc là, on est parti pour 2 heures de conférence ensemble. Parce que ça fait 2 ans que ALDA a été élu des locataires HLM en tant que première association des représentants des locataires chez Habitat Sud-Atlantique et chez Office 64. Et donc là, aujourd'hui, on est à la moitié du mandat et on a obtenu un certain nombre d'avancées à l'échelle des locataires, des quartiers, de l'ensemble du parc social. Mais on pense qu'on peut aller plus loin, il faut aller plus loin. Et donc, on a fait le point cet automne avec les locataires pour voir quelles étaient les nouvelles priorités pour les 2 ans à venir et au-delà, évidemment. Donc là, on a une conférence sur un format un peu particulier parce que c'est la conclusion de tout un processus de plusieurs mois de consultation. Conclusion pour laquelle on a tenu à s'entourer donc de beaucoup de monde, mais alors de 2 experts du logement, donc Nadia Sami, qui est architecte spécialisée en accessibilité, vieillissement et qualité de vie et qui est directrice de l'agence Cogito Ergo Sum, et de René Dutré, qui est secrétaire général du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, qui nous ont fait l'amitié de venir jusqu'ici pour nous donner leur avis et pistes de recommandations. Et pour que la parole des locataires, leurs questions, leurs recommandations de solutions trouvent un écho immédiat, on a voulu inviter à notre table les directeurs locaux des 4 principaux bailleurs sociaux du territoire. Et on les remercie de se prêter à l'exercice. Donc on a Imed Robana, qui est directeur général du comité ouvrier pour le logement, le COL. Thierry Monté, qui est directeur général d'Office 64 de l'Habitat. Locénie Sangaré, qui est directeur général d'Habitat Sud-Atlantique. Et Xavier Camelon, qui est directeur territorial de Domo France. Et pour compléter, pour présenter les conclusions de la synthèse de cette consultation des locataires, on a avec nous Gaëlle Vincent, qui est coordinatrice du parc social à ALDA, et Isabelle Marticorena, qui est élue des locataires chez HSA. Donc, la table ronde est fournie, mais pour nous, c'était nécessaire pour réussir vraiment l'exercice qui nous semblait important de faire là maintenant, c'est-à-dire porter les demandes des locataires qu'on a rencontrés pour améliorer les conditions de vie et les logements dans le parc social du Pays Basque et voir comment les principaux bailleurs sociaux du territoire comptent y répondre et puis échanger collectivement tous ensemble sur les pistes de solutions. Donc, quelques infos techniques. Cette conférence, elle est organisée avec nos moyens militants. Donc déjà, merci à tous les bénévoles qui ont pu décorer la salle, organiser l'accueil et gérer l'installation de cette conférence. Et si vous voulez soutenir son organisation et la fête qui suit, n'hésitez pas à contribuer. À un moment donné, on va faire passer une couche, une petite boîte dans laquelle vous pouvez mettre vos contributions. Deuxième info technique, on a limité le temps de cette conférence à 2 heures, justement pour que ça reste digeste un samedi après-midi. Donc pour que ce soit un échange, pour que toutes celles et ceux qui veulent puissent poser leurs questions, on va utiliser un système de petits papiers. Donc normalement, vous avez des petits papiers sur vos tables respectives. Et puis si vous avez besoin de plus, il y a des gens qui passeront dans les rangs. Et également avec des stylos. Et donc, vous pouvez comme ça noter vos questions tout au fur et à mesure des interventions, les donner à Léa qui est dans la salle, qui est là, et qui se charge de les faire remonter. Et comme ça fluidifiera les temps de questions et on aura le temps de les poser. J'arrête pour cette partie. Et je laisse la place à Gaëlle. Bon, pour le contexte, il est toujours alarmant. Au Pays Basque, une seule demande de logement social sur 13 aboutit et les délais d'attente sont les plus longs de Nouvelle-Aquitaine. Au niveau national, l'État confisque des moyens aux bailleurs, autant de moyens en moins qui ne peuvent pas être utilisés pour la rénovation ou la construction de nouveaux logements. Au niveau local, des avancées ont été obtenues ces dernières années, notamment grâce à la mobilisation des locataires et des collectifs d'habitants organisés. On a obtenu des plans de rénovation de plusieurs bâtiments dans des quartiers vieillissants pour répondre aux demandes de collectifs de quartier. La mise en place d'une bourse d'échange des logements sociaux pour faciliter les demandes de mutation. La suppression de la participation de 200 € chez HSA pour faire adapter sa baignoire. Le retour de services essentiels comme le retour de permanence de concierge. La mise en place d'infrastructures adaptées, type jeux pour enfants.
mais aussi des bancs par exemple, mais aussi la mise en place d'actions concrètes et de dynamiques qui permettent de recréer de la vie dans le quartier et que les habitants se réapproprient leur quartier, comme les fêtes de quartier, des vides-greniers ou des locaux pour se réunir. Ce mois-ci, donc, ça fait 2 ans qu'Alda est élu représentant des locataires chez Habitat Sud-Atlantique et Office 64. Et à cette occasion, Alda a souhaité faire le point sur le chemin parcouru et définir les priorités de 2 prochaines années. Ces priorités sont définies par les locataires HLM eux-mêmes grâce à une vaste consultation organisée par Alda cet automne. Pour donner quelques chiffres, le porte-à-porte pour mener à bien cette consultation a duré 2 semaines, mobilisé 30 personnes, 1339 portes ont été tapées, donnant lieu à 366 discussions avec les locataires dans 18 quartiers et résidences sur 10 communes différentes. Vous avez suivi ? La consultation était également disponible en ligne et les collectifs de quartier Alda ont aussi organisé des discussions au sein de leur quartier. Donc aujourd'hui, en voici la synthèse dans cette conférence intitulée « Pour vivre dignement, rénover et adapter nos logements ». La première question de la consultation portait sur les principaux problèmes ou éléments jugés manquants dans le quartier ou la résidence, en demandant si des choses à mettre en place permettaient de résoudre ces situations ou cette situation. L'humidité des logements est la réponse qui est le plus revenue. Un autre sujet qui est rapidement évoqué, c'est l'accessibilité des logements. Il est souvent revenu, car quasiment chaque locataire connaît une personne de son immeuble qui est confrontée à des difficultés d'accessibilité liées au handicap ou au vieillissement. D'ailleurs, la majorité des personnes qui ont abordé ce problème ont déjà sollicité leurs bailleurs pour les alerter. Dans presque tous les quartiers aussi, les prestations de services auxquelles recourent les offices HLM, comme le ménage, les peintures ou l'entretien des espaces verts, font partie des principaux problèmes rencontrés par les locataires, et ce, quand la résidence est récente ou non. Dans la suite des discussions avec les locataires, lors du porte-à-porte ou au sein des collectifs de quartier, des priorités ont émergé rapidement. Les locataires étaient invités à donner leurs avis sur 6 thématiques pour savoir si elles étaient prioritaires ou non, sachant qu'ils pouvaient en ajouter d'autres. Donc on a rénové les logements, mieux prendre en compte le handicap et le vieillissement, privilégier les liens de proximité, donc autrement dit moins d'écrans, plus de gens, renforcer la proximité entre les locataires et les prestataires de services HLM, avoir plus de transparence et une plus grande efficacité dans la mutation et l'attribution des logements sociaux, et favoriser la vie citoyenne, la qualité de vie dans les quartiers. Donc 55% des locataires qui ont répondu à la consultation ont mentionné la rénovation des logements comme une thématique prioritaire pour les prochaines années. Et 44% ont cité l'accessibilité et l'adaptation des logements au handicap et au vieillissement. Il faut quand même noter que l'ensemble des sujets qui ont été présentés ont fait réagir, car plus d'un quart des locataires qui ont répondu à la consultation souhaitent renforcer la proximité entre eux et les prestataires de services HLM, et la même part environ demande plus de communication et de liens avec les offices HLM. Enfin, environ 1 locataire sur 5 qui a répondu à la consultation a cité la vie citoyenne et la vie dans le quartier comme sujet prioritaire, et à peu près la même part voudrait plus de transparence et une plus grande efficacité dans la mutation et l'attribution des logements sociaux. Donc ces priorités, elles étaient déjà là dans le programme que Alda portait aux élections de 2022, et l'avis des locataires constituant notre feuille de route à Alda pour faire face aux défis actuels et construire le logement social de demain. Ces 6 thématiques sont creusées au quotidien pour trouver des pistes de solutions. Elles sont retravaillées collectivement au travers de discussions, de consultations, grâce aussi aux témoignages recueillis dans les permanences. Parmi les priorités présentées, il y en a 2 qui se dessinent particulièrement et que nous allons aborder plus profondément aujourd'hui. On va commencer par une première série d'interventions sur le premier thème, la rénovation des logements. Et ensuite, on aura une deuxième série d'interventions sur la prise en compte du handicap et du vieillissement. Mileshkar Gaël, ça va, vous êtes chaud?
Oui. Allez, on va attaquer sur la première partie sur la rénovation. Donc Isabelle Marticorena, tu fais partie de la commission logement social d'ALDA. Tu es élue représentante des locataires HLM depuis maintenant 2 ans. Donc ça te donne une vision des problèmes vécus par les locataires, notamment ce qui concerne l'état des logements. Et ben, je te laisse lancer le débat. Du coup, l'idée c'est de poser une série de questions, celles qui sont remontées, série de questions, série d'enjeux sur notre premier sujet, la rénovation des logements sociaux. Merci. Alors, la rénovation des logements s'impose comme un enjeu majeur et prioritaire lors de la consultation. En évoquant les problèmes d'humidité, les passoires et les bouilloires thermiques avec les canicules qui s'intensifient au fil des années. Le parc social au Pays Basque est globalement ancien, même si cela diffère en fonction des offices HLM. C'est un enjeu auquel vous êtes confrontés, tout comme les locataires qui vivent cela au quotidien. La rénovation des logements répond à un besoin de confort pour les locataires, souvent à une dimension économique aussi, car les solutions de fortune trouvées par les habitants se répercutent sur les factures et enfin, plus largement, cela relève aussi d'un enjeu écologique. Vous avez, les offices HLM, une planification des travaux de rénovation et d'entretien de votre patrimoine bâti organisé sur les prochaines années. Cette planification permet notamment de prévoir le budget associé à chacun des travaux et par moment de concerter les locataires à leur sujet. Certaines dynamiques collectives présentes ont permis d'avancer les travaux de rénovation et de la résidence, permettant ainsi un meilleur confort dans les logements. Alors, étant donné l'état de certains quartiers et de certaines résidences, comment sont priorisés les plans de rénovation des logements que vous gérez ? Ensuite, l'autre question, comment les locataires peuvent-ils pleinement être intégrés dans les processus de rénovation ? Et dernière question, en plus de demander le remplacement de la réduction du loyer solidaire, donc la RLS, par le rehaussement des APL, pour permettre aux bailleurs d'avoir les moyens pour la réhabilitation des logements dans les offices HLM, où trouver le financement pour la réhabilitation et la construction de nouveaux logements ? Mileshker, je vais vous passer la parole, 5 minutes chacun, je serai intransigeante. Première 5 minutes pour Locénie Sangaré, directeur de HSA. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation, de surtout nous permettre effectivement d'avoir cet échange. Je suis ravi parce que j'ai reconnu beaucoup d'anciens locataires ou de locataires. Donc pour répondre à ces 3 questions, je vais peut-être commencer directement par la dernière, la question du financement qui va se poser. Donc vous le verrez, ça va être un véritable souci dans les années à venir, donc ce n'est pas nouveau. Donc il va falloir effectivement qu'on s'arme tous de courage et de patience pour éviter ce que nous, bailleurs sociaux, on essaie d'éviter aujourd'hui, c'est de faire des arbitrages. L'arbitrage, c'est-à-dire à un moment donné, et ça a été très bien décrit, dans le propos introductif, c'est de dire il faut construire plus parce que les jeunes décohabitent et les jeunes ont besoin de se loger, mais aussi il faut réhabiliter le parc ancien. Alors, comment on organise l'entretien ? Alors, pour ce qui concerne Habitat Sud-Atlantique, particulièrement, on a un parc sur les 8500, 9000 logements. Nous avons les 2 tiers qui sont anciens. Donc c'est essentiellement à Bayonne, parce que historiquement nous étions l'office municipal de Bayonne. Alors pour ceux qui suivent un peu, vous le voyez que les travaux en cours, on a fait la Grande Barre il y a une dizaine d'années, on a fait tous les quartiers nord, on a terminé Balichon, on va attaquer bientôt Camp de Prats, mais j'insiste là-dessus, ce n'est pas qu'un problème d'argent parce qu'on a des locataires effectivement qui vivent là-dedans, mais la rénovation de ces ensembles immobiliers coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2021, 2022, 2023, c'est 48 millions d'euros qu'Habitat Sud-Atlantique a injecté dans la maintenance. Et sur ces 48 millions, vous avez 31 millions d'investissements. 2024 et 2025, 28 millions d'euros sont prévus. Et sur ces 28 millions d'euros, vous avez 15 millions d'euros en investissement. Donc investissement, ce sont les grosses réhabilitations. Donc on ne parle pas de 100, 200 ou 300 000 euros. On n'est que sur la réhabilitation, on n'est pas sur de la production neuve. Depuis 5 ans, là aussi, quand vous regardez, nous avons fait le Beda, nous avons terminé Balichon, nous attaquons bientôt Camp de Prats, le Polo, parce que justement,
en lien direct avec ce que je disais, nous avons un parc ancien et ce ne sont pas des programmes de 10 ou 15 logements. Immédiatement, ça va chercher très loin. Je vais prendre l'exemple de Camp de Prats qui a fait l'objet d'une large concertation et je reviendrai effectivement sur la manière dont on associe les locataires. Aujourd'hui, la facture, c'est 15 300 000 euros pour 215 logements. Vous prenez les 15 300 000 euros, vous divisez par 215, ça fait plus de 71 000 euros que le bailleur injecte pour entretenir le logement. Je ne suis pas certain que dans le privé, vous voyez beaucoup de propriétaires privés injecter autant d'argent. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, on n'a pas d'aide. La seule aide que nous, opérateurs de logements sociaux, nous percevons, ce sont les aides de l'Europe. Et sur Camp de Prat, 620 000 euros. Ramené au nombre de logements, ça fait à peine 2800 euros. Donc c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Nous travaillons actuellement sur le Polo. Le Polo, je crois que de tête, on est à peu près à 235 logements. Et aujourd'hui, pour l'instant, il ressort des analyses techniques et des premières interventions réalisées que nous allons à peu près sur une facture de 18 millions d'euros. Donc la question, elle se posera forcément à un moment donné de faire un arbitrage sur de la production neuve ou sur l'entretien de l'existant. En ce qui concerne effectivement la question de l'association, de quelle manière on associe les habitants. Alors on associe les habitants parce que tout d'abord, réglementairement, c'est une obligation. Donc on a les fameux conseils de concertation locative territoriaux, c'est une obligation. On passe par les associations de locataires avec qui, effectivement, on échange régulièrement sur ces sujets-là. Alors, pour ce qui nous concerne, il y a toujours une enquête qui est adressée. Je vais prendre le cas de Camp de Prats. On adresse une enquête directement à l'ensemble des locataires qui y répondent. Et on travaille à partir de ces éléments qui ont été identifiés par les locataires pour essayer de construire ensemble, collectivement, un programme de travaux. Donc ce n'est pas le bailleur qui vient imposer les travaux aux locataires, c'est un travail qui est fait de manière collective. Merci pour le respect du temps. Vos questions viennent, n'hésitez pas à les écrire sur vos petits papiers et à la passer au fur et à mesure à Léa. Et je passe maintenant la parole à Thierry Monté. On a un micro par là, je vais... Ouais, merci. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, moi, je suis le directeur de l'Office 64 de l'habitat. En 2 mots, l'Office 64, c'est à peu près 12 000 logements, 4 000 sur la partie béarnaise du territoire et 8 000 logements sur le Pays basque. Alors, la stratégie de rénovation, je vais vous la décrire, mais avant, il faut que je vous dise que l'Océanie l'a un peu évoqué, plus on rénove, moins on construit, et plus on construit, moins on rénove. Je suis dans un organisme, comme beaucoup d'organismes, qui ont massivement construit, compte tenu du contexte qu'il y a sur la partie basque du territoire ces 15 dernières années. Aujourd'hui, l'enjeu, il est bien sûr la rénovation du parc existant, même si moi, sur le Pays basque, la moyenne d'âge de mon parc, c'est 25 ans, quand c'est plutôt 35-37 ans en Béarn. Alors, tout simplement, en termes de stratégie, on va regarder nos obligations par rapport notamment à tout ce qui concerne la rénovation thermique. On a des échéances qui arrivent, 2025, 2034. On a à éradiquer, il ne nous en reste plus beaucoup, par exemple les F et les G. À l'horizon 2025, il me reste 12 résidences, j'en ai 480. 12 résidences où il y a encore des étiquettes FSG. Donc c'est là qu'on va bâtir notre stratégie, qu'on va déployer nos moyens sur ces résidences. Ensuite, d'ici 2034, il faut que les 40 résidences qui me restent, qui sont eux aujourd'hui, soient éradiquées de mon parc. Sinon, on ne pourra plus les louer. C'est une bonne chose. Ça nous permet d'orienter la stratégie de rénovation et nos moyens. Jusqu'à présent, on était à peu près à 9 millions d'euros sur le gros investissement. Il y en a autant qui sont mis dans les agences qui gèrent le quotidien de vos résidences et qui gèrent notamment le turnover, les entrées-sorties, les remises en état des logements pour relocation. Aujourd'hui, et à partir de 2025, le budget sera voté la semaine prochaine, on va passer à 12 millions d'euros dans notre plan stratégique de patrimoine pour pouvoir faire face aux gros enjeux de rénovation thermique, de changement des chaudières, etc., etc. C'est un petit peu notre stratégie. Tout ça est présenté, ça tombe bien parce que c'est cette semaine, c'est le Conseil de concertation locative et il y a sa déclinaison sur l'ensemble des territoires Béarn,
agence Côte Basque Sud pour le Sud Pays Basque et l'agence Centre-Ouest pour la partie Bayonne-Anglet-Biarritz et intérieur du Pays Basque. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on fait tourner nos budgets, qu'on mouline. Mais je vais paraphraser l'OCNI, on a peu de temps, il n'y a pas de moyens et de subventions colossales pour financer la rénovation. Hein. On fait avec nos moyens, nos fonds propres, on fait avec des emprunts, bien sûr, et nos organismes sont des machines à emprunter massivement. Mon organisme, par exemple, a 500 millions d'euros de dette, cette dette, elle finance la construction et la rénovation du logement. Voilà, rapidement. Voilà. Et donc pour cette année, on a 8 gros chantiers qui vont démarrer sur Biarritz, sur Hendaye, les deux jumeaux, sur Anglet. Vendredi, on inaugurait un chantier de rénovation thermique de 4 millions d'euros sur Jurançon. Voilà. Donc c'est un gros enjeu pour nous tous. Voilà. Mileshker, je passe à Xavier Camelon pour Domo France. Merci, bonjour à tous. Donc Xavier Canlon, juste pour vous présenter Domo France, qui porte très mal son nom, on est implanté sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et je vais rapidement, je ne vais pas faire de la paraphrase puisqu'on est, comme le rappelait Thierry, nous sommes des organismes qui fonctionnent sur le même modèle économique. Ce qui est intéressant de compléter, alors Domo France a un patrimoine, par contre là je vais être un peu plus succinct sur le Pays Basque, puisqu'on a un patrimoine qui a moins de 10 ans, à part quelques exceptions, mais ça ne nous empêche pas de voir par rapport à la rénovation, puisqu'on a un patrimoine assez important, c'est de dire, parce que là on est sur des millions, ça ne parle pas véritablement à l'économie au niveau particulier. Lorsqu'on fait de la rénovation de logements, il faut savoir que les bailleurs consacrent entre 10 à 45 000 à 50 000 euros par rénovation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rénovation? Puisqu'il y a plusieurs types de rénovation. On peut avoir la rénovation de l'ensemble d'un ensemble immobilier pour avoir amélioré les performances thermiques. On parlait tout à l'heure dans l'introduction de confort, et notamment l'été, parce qu'il ne faut pas oublier que la performance ne mesure que l'étiquette énergétique, c'est par rapport aux émissions à gaz à effet de serre, et aussi sur la consommation énergétique. Et on oublie cruellement que nous sommes de plus en plus frottés à des périodes de chaleur, et lorsqu'on est en épisode caniculaire, savoir comment est-ce qu'on améliore le confort. Et ça fait partie des travaux que nous menons aussi avec la collectivité. On m'entend pas assez, merci l'OCNI. Ça fait partie des travaux que nous menons aussi avec les collectivités pour travailler la résidentialisation, voir comment est-ce qu'on revégétalise l'ensemble. Donc voilà un petit peu pour ce premier point. Sur l'amélioration des échanges avec les locataires, je crois que, moi je suis très content je remercie encore une fois Alda de nous inviter, parce que vous apportez sur le débat et au niveau national une novation, parce que l'OCNI citait tout à l'heure les comités de concertation locative, mais c'est un petit peu, je vais faire le parallèle entre notre représentation nationale, nos amis les députés, mais qui sont issus, on va dire c'est un outil qui à l'époque napoléonienne, où on n'avait pas forcément la possibilité de s'exprimer et de faire remonter les idées à la capitale, c'était un outil utile. Maintenant, on peut s'apostropher sur les réseaux, on peut faire remonter, le citoyen peut s'exprimer de façon différente. Et dans nos structures, c'est un petit peu la même chose. C'est réglementaire, le rappelait l'OCNI, mais c'est surtout descendant, c'est-à-dire qu'on a des représentants qui sont élus, mais c'est difficile pour vous de faire remonter un élément. Et ça nous handicape souvent, c'est-à-dire quelle est l'expression. Et le fait que vous organisiez le débat avec justement les locataires et vous puissiez faire remonter des éléments, c'est vraiment quelque chose de novateur dans les comités de concertation locative. Parce que souvent, nous, on est plus là à s'exprimer devant des représentants qui sont élus, mais qui représentent souvent, je vais le faire un peu de façon poussiéreuse, mais pour certains 2 minutes, c'est bon, je suis très bavard, mais certains représentent leur cage d'escalier, ce qui n'est pas le cas chez vous. C'est-à-dire que le débat est vraiment élargi, vous apostrophez, et du coup, ça permet un véritable échange. Alors nous, de notre côté, chez Domo France, on a un peu multiplié ces débats. On essaie de voir aussi, de faire des tables rondes qui permettent de sortir également de ce schéma, on va dire, institutionnel, et d'améliorer le débat en mettant justement en débat des éléments avec quelques représentants et pas forcément des représentants officiels. C'est toujours intéressant d'avoir une expression directe. Sur les financements,
il me reste quoi? Une minute pour compléter un peu ce qui a été dit, on a quand même, alors ce qu'on espère, malheureusement depuis, on va dire 2017, à chaque fois on désespère un ministre du logement, mais ce n'est pas tant le ministre qu'il nous faudrait, c'est surtout une politique du logement, et avec le financement qui va avec. Alors on est assez bien sûr inquiet par rapport à l'avenir et notamment par rapport aux finances publiques. Néanmoins, il y a, c'était cité, on va chercher des enveloppes financières, il faut faire preuve de créativité. Ça permet d'aller chercher au niveau européen. De temps en temps, l'État se manifeste et on est toujours à la manœuvre pour aller justement chercher. On a bénéficié il n'y a pas si longtemps, il y a 3-4 ans, de ce qu'appelait la Caisse des dépôts les prêts haut de bilan, ce qui permettait d'emprunter massivement pour rénover massivement, pour avoir des résidences avec une performance énergétique accrue. Stop. Parfait. Ouais, je prends le Et relais, Imed c'est ça. Robana pour le col. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Imed Robana, je suis le directeur général du COL, Comité ouvrier du logement, qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui est née en 51. Ah, pardon. Qui est née en 51 du mouvement des Castors de Saint-Amand à Bayonne. Donc, le COL est une coopérative qui est spécialisée dans l'accession sociale à la propriété de manière historique. On a commencé à faire du locatif social depuis à peu près 27 ans maintenant. C'est ce qui explique que notre patrimoine est relativement jeune et qu'on est un peu moins concerné que nos collègues pour des problèmes de réhabilitation. Nous avons à peu près 2400 logements locatifs en patrimoine. Les 2 tiers sont au Pays Basque et on a un tiers de notre patrimoine qui est dans les Landes. Pour ce qui concerne la rénovation, donc, comme je le disais, notre parc étant relativement jeune, aujourd'hui nous avons 9 logements qui sont classés en E et 11 logements qui sont classés en F sur 1600 logements. Donc pour nous, l'enjeu aujourd'hui n'est pas, contrairement effectivement à mes collègues, n'est pas forcément la rénovation du patrimoine. Nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est de continuer à produire, et notamment à produire du locatif social, dans un moment où le modèle économique du logement social aujourd'hui ne tourne plus. Encore une fois, on a l'impression de faire de la redite, mais je pense qu'il faut qu'on se le redise suffisamment, de manière un peu suffisante. Aujourd'hui, il y a 1,3 milliard qui est pris dans le logement social par le biais de ce qu'on appelle la RLS, la réduction de loyer solidarité, couplée avec une hausse du taux du livret A. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie des organismes HLM, enfin en tout cas une partie non négligeable, qui va finir dans le rouge en fait. Et donc ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de modèle économique. Et ce que disait Thierry, effectivement, et Loceni et Xavier, c'est qu'à un moment donné, il y a des arbitrages à faire. Et lorsque on doit arbitrer, est-ce qu'il faut arbitrer sur la rénovation du patrimoine? Est-ce qu'il faut continuer à produire? Est-ce qu'on peut se permettre de ne plus construire sur notre territoire? C'est vraiment la quadrature du cercle. Donc, effectivement, je pense que ça fait partie un peu des priorités que l'on a tous. On a des élus qui sont aussi très investis pour essayer de trouver des solutions, mais c'est vrai que le fait qu'une structure comme ALDA qui soit un peu un aiguillon, ça permet aussi de porter en tout cas le sujet au plus haut niveau. Pour ce qui concerne comment est-ce qu'on associe nos locataires sont, de par notre structure coopérative, sont des sociétaires du COL, donc demain, si on gère mal ou si on a des problèmes, on les a à l'Assemblée générale de notre structure et donc on se fait engueuler si on gère mal, mais ça nous empêche aussi de nous endormir. 2 minutes, il me reste 2 minutes. Écoutez, je pense que par rapport à la rénovation, pour nous, c'est un enjeu qui est devant nous, puisque il va falloir aujourd'hui, la problématique du réchauffement fait qu'il va falloir qu'on essaie de réfléchir à nos logements. Est-ce qu'ils sont bien adaptés, notamment par rapport aux 2 degrés qui sont prévus sur notre territoire en plus? On a toutes les problématiques par rapport à des résidences qui sont pas très loin de zones inondables, etc. Donc voilà, ce sont des sujets qui sont devant nous.
mais pour lesquels il faut que là aussi, encore une fois, arbitrer sur des moyens entre soit produire, il faut les deux, produire et rénover. Et malheureusement, je pense que de plus en plus, on va être dans ces choix. Ok, Milesh Karavou pour les réponses. On va passer à René Dutré. Donc, vous êtes secrétaire général du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. Vous avez donc une vision large de ces enjeux. Et la question est large, hein, c'est quel regard vous portez sur les défis posés par la réhabilitation d'un parc vieillissant, notamment sur les leviers d'action qui sont entre les mains des bailleurs sociaux pour répondre à cet enjeu. C'est allumé. 1, 2. En 5 minutes également. Je n'ai pas la solution miracle, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, je suis René Dutré, moi je suis donc secrétaire général du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, qui est devenu le Haut Comité pour le droit des logements, parce que le logement n'est pas une faveur. Donc, on a décidé de changer de nom. Organisme donc rattaché au service du Premier ministre avec une indépendance de parole. Ça existe encore, les services publics qui ont une indépendance de parole et qui suivent les politiques de logement. Juste en 20 secondes avant, juste vous dire par rapport à ce qui se passe ici et par rapport à ALDA et par rapport à votre mobilisation, pour avoir une vision globale de l'ensemble des organisations qui luttent sur le droit au logement, ce qui se passe ici était vraiment exceptionnel. Je vous le dis, c'est pas parce que je suis ici, c'est pas pour vous faire plaisir, mais la façon dont ALDA s'est constituée, le plaidoyer qui est porté, les pratiques développées sont une nouveauté pour le droit au logement. Je veux dire, combien de manifestations pour le droit au logement j'ai pu participer où il y avait 5 personnes. Quand on vient au Pays Basque, ça fait un peu la même chose qu'à Marseille en ce moment. Je le mets comme ça. La mobilisation qui est actuellement au Pays Basque me fait penser, j'étais la semaine dernière à Marseille pour le procès de la rue d'Aubagne, c'est assez similaire, mais c'est très rare sur l'ensemble du territoire. Pour arriver au sujet directement, bon, je partage bien sûr il y avait 1 milliard d'aides à la pierre il y a 10 ans. 1 milliard d'aides à la pierre, c'est-à-dire que la ligne budgétaire pour aider à la construction de logements sociaux était d'un montant, l'État mettait 1 milliard, c'était il y a 12 ans encore. Il faut le rappeler toujours aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'État met 0. Et les aides à la pierre se partagent entre Action Logement et les bailleurs sociaux qui les financent. Donc on est vraiment sur un abandon de la politique de logement et une marchandisation de la politique de logement. Le problème que ça pose très clairement, et j'entends énormément de bailleurs sont en difficulté, pas que, parce qu'il y a aussi des bailleurs qui vont bien. Hein. Tous les bailleurs sont... Derrière le mot de bailleur, il y a tout type d'organisations. Il y a des très grosses, des plus petites. Il y en a, parce qu'à un moment, on parlait des dodus dormants, ces bailleurs qui étaient face à un tas d'or. On a l'impression que tous les bailleurs étaient sur un tas d'or. Alors, il y en a quelques-uns, ça existe. Et puis, il y en a d'autres aussi qui sont juste la tête au-dessus de l'eau et qui ont d'immenses difficultés. Non, d'un point de vue strictement politique, le problème de tout ça, en fait, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre ni écologiquement, on n'a pas le temps d'attendre ni socialement, en fait. Et que là, au rythme des rénovations en cours du parc, on sait que la rénovation du parc existant, c'est le levier incontournable pour limiter les émissions de CO2, et ça va devenir le levier incontournable pour seulement le fait que les gens ne soient pas expulsés, parce qu'ils n'arriveront plus à payer leur charge d'énergie. Vu l'augmentation des prix de l'énergie. Donc comment fait-on aujourd'hui par rapport aux perspectives qui ont été données, où on est sur une pente où on va mettre, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans à réhabiliter l'ensemble du parc, alors qu'il faudrait que ça soit fait, je dirais, extrêmement rapidement. Trouver l'argent, évidemment, je crois qu'on est sur quelque chose de rapport de force. Je crois qu'il y a peut-être une convergence des organisations à faire entre les organisations écologiques et les organisations de locataires, très clairement. Parce que sans rapport de force, je ne vois pas comment on va pouvoir avancer clairement sur ce sujet. Alors, vous le disiez vous-même, la plupart des rénovations sont financées par l'emprunt. Heureusement qu'il y a l'emprunt, c'est pas des fonds propres. Après, on peut pas emprunter. Mais on peut quand même se dire que sur le modèle économique, quand on emprunte et qu'on réussit à rénover thermiquement un bâtiment, les charges vont beaucoup baisser. Donc une partie des charges va permettre de rembourser l'emprunt. Il y a un modèle là qui peut se créer. Dans le privé, on appelait ça le tiers financement, hein, le fait d'avancer l'argent pour permettre la rénovation thermique et de se rembourser sur les économies réalisées. Le problème, c'est que les économies réalisées ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on a calculé au début, mais ça existe. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cet arbitrage entre production et rénovation est un arbitrage absolument mortifère.
Plus de production, ça veut dire plus de sans-abrisme. Plus de rénovation, ça veut dire des expulsions à terme. Hein. Je maintiens sur l'urgence sociale par rapport au paiement des charges et l'urgence écologique. Donc tout ça pour dire qu'à part par la lutte, je ne vois pas vraiment. Et alors là, il y a peut-être une histoire de posture à faire évoluer pour aller chercher l'argent. Il y a l'argent de l'Europe, mais vous savez comme moi qu'aller chercher des fonds européens, il faut quasiment un plein temps pour faire le reporting, pour pouvoir justifier les avoir touchés avant même qu'on ait commencé à les dépenser. Je vois sourire, mais c'est certainement votre quotidien. Donc il y a une manne là-bas, elle est évidente. Mais voilà, on ne s'en sortira pas sans argent. Pardon, on ne s'en sortira pas sans argent. Et je pense vraiment, et je reviens à cette peut-être tarte à la crème de la convergence des luttes, mais vraiment, on n'a pas le temps d'attendre 40 ans pour rénover le parc social. C'est pas possible, en fait. C'est inentendable. Et encore une fois, les dégâts sociaux qui ont eu lieu pendant ces 40 ans ne sont pas acceptables non plus. Donc, placer la rénovation du parc public et privé aussi, hein. Le problème est le même dans le privé, hein. À part que les gens sont expulsés encore plus rapidement, parce qu'il y a encore moins d'amortisseurs dans le parc social. À part une convergence des luttes, je n'ai pas la solution. Voilà. Ok, on va passer au temps d'échange. On va passer au temps d'échange et du coup on a reçu plusieurs questions. Gaëlle et Isabelle, je vous laisse les poser. Du coup, oui, on a reçu quelques questions. On va commencer par les questions sur le sujet. Alors, c'est une question qui est plus tournée pour Monsieur Camblon, à Domo France. Comment réduire le délai dans la réalisation de travaux et de réparations, même provisoires, même lorsque ça affecte des logements neufs? Peut-être que les autres ont aussi des réponses. Après, les autres questions qui ont été posées, mais pour tout le monde, à combien d'années le bailleur doit-il faire les travaux de réhabilitation d'un logement, enfin d'un quartier, peut-être, voilà. Ensuite, il a été posée aussi la question, je pense que pour certains, d'éclaircissement sur l'origine des fonds propres. Qu'est-ce que vous appelez réellement des fonds propres? Voilà, pour que ça parle mieux. Voilà, quels sont les autres fonds que vous pouvez avoir mis en part les emprunts? Est-ce qu'il y en a? Et ensuite, il y a des témoignages de résidence avec des DPE qui sont des pardon, excusez-moi, des DPE assez lourds, comme notamment des DPE peut-être EFG sur le Grand Basque. Et on nous souligne aussi qu'il n'y a pas eu de travaux depuis, que les derniers travaux ont été faits il y a 10 ans. Est-ce qu'on parle de rénovation sur le Grand Basque? Voilà. Et je lis ce qu'il y a marqué, hein. Sur une résidence qui a 6 ans et qui est très dégradée, pour un résident de la résidence Tokiona, il a des problèmes d'humidité, de nuisances sonores. Il ne signale pas d'extincteur dans la résidence, et donc il demande des solutions. Voilà. Donc, quelles solutions vous pourriez apporter? Il faut répondre à tout en 30 secondes. En 30 secondes. On va essayer d'être bon, hein. Bon, je crois qu'il y avait la première, c'était sur les délais par rapport au logement neuf, hein. Comment est-ce qu'on peut accélérer? Alors, il y a plusieurs éléments. Bien sûr, on veut toujours aller très vite. Simplement pour savoir comment est-ce qu'on nous fonctionnons. Enfin, je pense que ça sera la même réponse déjà pour que vous compreniez la mécanique de nos modèles. Les bailleurs sociaux, on est comme les collectivités, on est soumis au code de la commande publique. C'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose, que ce soit de la construction, acheter du papier ou acheter une prestation, on passe des marchés. Alors, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir la garantie que si une chaudière cède, par exemple, un dimanche, on a déjà le prestataire, on n'est pas à décrocher un téléphone et trouver l'artisan qui va venir. Donc ça, c'est pour on va dire le côté opérationnel classique.
Je crois que la question concernait les logements neufs. Alors, dans les logements neufs, on a un sport un peu subtil, c'est que lorsqu'on fait un immeuble, ce n'est pas spécifique aux bailleurs sociaux, vous avez ce qu'on appelle la dommage ouvrage qui est valable pendant 10 ans. Et donc, s'il y a un désordre qui est constaté, bien sûr, on se retourne vers le promoteur. Alors, il peut y avoir des défaillances qui peuvent accélérer les délais, des fois les assurances, et vient se rajouter en plus, alors c'est le cas de plus en plus parce que c'est rare quand on arrive à faire un immeuble, comme on dit, en maître d'ouvrage, c'est-à-dire tout seul. Quand on fait de la construction avec d'autres, on est en copropriété. Et donc là, on est face à un syndic et donc on passe par un intermédiaire qui lui-même peut se retrouver face à l'assurance. Donc la seule chose, à part harceler et être toujours au téléphone, alors c'est un peu la chaîne qui nous oblige, c'est-à-dire que le locataire nous appelle et on est obligé de solliciter à la fois le constructeur, les assurances. Là, on parle pour vraiment ce qui est neuf, pour comprendre. Enfin voilà. S'il y a des éléments complémentaires. Il y avait l'origine des fonds propres. Alors l'origine des fonds propres, il faut savoir qu'on est là, on a une coopérative, 2 offices HLM, voilà, mais on y répondra. Nous, on est une ESA HLM, c'est-à-dire que Domo France est l'émanation du 1% patronal, c'est-à-dire que depuis la fin du 19e, les patrons, notamment locaux, cotisent pour que leurs salariés soient logés. Et donc, ils ont créé des sociétés qui sont anonymes, mais ne distribuent aucun dividende. Et donc, l'origine de nos fonds propres, c'est avant tout le capital qui est mis dans les sociétés. Et pour les collectivités, c'est encore une fois, c'est l'injection de fonds. Et donc, c'est pour que vous compreniez la production d'un logement, c'est comme pour un particulier. Là, quand vous allez voir, vous voulez construire un logement, la banque va vous dire, quel est votre apport ? Nous, on met des fonds propres. Voilà, c'est l'équivalent de l'apport. On met en moyenne 20%. Ça peut grimper bien au-delà, mais au moins retenez ce chiffre. Et tout le reste, on l'emprunte. On l'emprunte à des taux bien sûr bonifiés auprès des services de l'État. Et donc, les loyers remboursent justement ces emprunts. Et donc, les fonds propres, soit on a un capital social, et de plus en plus, les collectivités abondent où les actionnaires, en ce qui concerne Domo France Action Logement, met de l'argent de plus en plus dans les structures pour pouvoir produire. Mais également, on peut aller emprunter comme pour n'importe quelle société et avoir des titres comme des obligations, voilà, qui permettent là aussi de faire un apport de capital. Sinon, notre modèle, il est basé justement sur la production et le loyer encaissé. Voilà. Juste rapidement pour faire écho à ce que M. Dutré disait sur il y a 10 ans, il y avait 1 milliard d'euros d'aide à la pierre. L'État n'a plus rien. Aujourd'hui, et par rapport aux propos de mon collègue Xavier, qui c'est qui se substitue à ce milliard d'euros qui manque, il en manque beaucoup plus, c'est les bailleurs qui mettent non pas 20% de fonds propres, mais plus souvent 30 aujourd'hui que 20. Dans mon organisme, on en mettait 28 000 euros à peu près pour créer un logement neuf. Aujourd'hui, on a 45-46 000 euros. Donc ça divise automatiquement votre production par 2. Et ensuite, qui se substitue à l'État qui ne met plus d'argent? Ce sont les collectivités locales, que ce soit l'agglomération du Pays Basque, l'agglomération paloise ou tout simplement le conseil départemental qui viennent nous donner, nous refinancer à coût de subventions énormes pour essayer de limiter la casse et de continuer à produire à minima et à rénover à minima. Voilà. Je continue sur le sujet des fonds propres. Effectivement, les modèles du logement social, moi je pense qu'on a un modèle qui est unique en Europe. Je pense qu'il faut vraiment se dire qu'un modèle qui est basé sur une épargne publique et le livret A et qui permet à la Caisse des dépôts et consignations, qui est une banque publique, de transformer ça en des prêts de très long terme. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à produire du logement social avec des loyers qui restent maîtrisés. Il faut savoir qu'on a eu malheureusement à une certaine période une volonté de libéraliser, et on est un peu presque dans ce modèle de libéralisation du modèle du logement social, mais on voit bien que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, ils sont tous en grande difficulté parce que justement ils ont confié au privé en fait le logement social, et c'est une catastrophe et ça coûte une fortune. Donc pour dire au niveau comment on a des fonds propres, les fonds propres, c'est tout simplement la différence au-delà du capital que l'on peut mettre, mais on n'a pas tous
la possibilité d'avoir beaucoup de capital, ben, c'est une différence entre les loyers et les emprunts. Enfin, c'est ce qui permet de définir un autofinancement et c'est ce qui nous permet de générer, et notamment lorsque les immeubles sont amortis. Donc là, du coup, on n'a plus d'emprunt et ça génère des capacités financières qui nous permettent de continuer à produire. Juste pour illustrer le propos sur la problématique de la construction, quand je suis rentré au col, moi, en janvier 2012, on mettait à peu près 10 000 euros de fonds propres par logement. Nous, on produit à peu près une centaine de logements locatifs, donc ça veut dire que c'est 1 million d'euros d'autofinancement chaque année. Avec la RLS et la TVA qui est passée de 5,5 à 10%, on est passé déjà à peu près à 20-25 000 euros. Et là, on a pris 40% de hausse de coûts de construction en 4 ans. La hausse de livret A, etc., tu disais 40-45 000 euros. Tout ça pour vous dire que c'est absolument intenable et qu'on est dans cette période où il va falloir qu'on trouve une solution à ce modèle si on veut continuer à produire du locatif social. Mes collègues ont beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir sur la question des fonds propres. Simplement rappeler qu'Habitat Sud-Atlantique, parce que j'ai entendu passoire thermique Grand Basque, Habitat Sud-Atlantique, nous n'avons pas de passoire thermique. Nos immeubles, au max, sont classés en E. Voilà, DE. Et toutes les réhabilitations qui sont entreprises visent à les ramener en classe B. Donc ça, c'est important. Le Grand Basque a fait l'objet de travaux de réhabilitation il y a 10 ans, donc comme un certain nombre effectivement de patrimoines. Il y en a d'autres à Bayonne qui n'ont pas encore été comment dirais-je, traités. Donc c'est le cas du Grand Basque, c'est le cas du Polo, c'est le cas de l'Ahubiag. Donc effectivement, oui, on essaie de revenir quand on peut à peu près tous les 20-25 ans, mais pour autant, nous intervenons, on a parlé tout à l'heure de travaux de remise en état des logements au départ du locataire. Pour ce qui nous concerne, c'est à peu près 1,5 million, 2 millions d'euros chaque année. J'ai entendu parler également de Tokiona. Alors Tokiona, c'est du patrimoine d'Habitat Sud-Atlantique que nous avons acheté à un promoteur privé. Il me semble que c'est l'ancienne clinique Saint-Étienne. Je crois à Tokiona 2 têtes, c'est ça. Donc, par contre, je suis désolé, c'est la première fois que j'entends parler des soucis. Donc, je l'ai noté et je vais m'en saisir directement et essayer de voir ce qui se passe. Donc, si c'est véritablement Tokiona, c'est un ensemble immobilier que nous avons acheté à un promoteur privé. Il y a ça, oui, c'est ça à peu près, 5-6 ans. Et donc, s'il y a des difficultés, écoutez, on va essayer de faire marcher, comme on l'a dit, la dommage ouvrage. Je ne sais pas quelle est la nature des difficultés, humidité ou autre. Bon, on essaiera de les traiter. Donc, je ne veux pas revenir sur la question des fonds propres. Les fonds propres, ce sont les loyers, effectivement, des locataires. Voilà. Donc, que l'on thésaurise, entre guillemets, pour pouvoir produire et, bien entendu, entretenir le patrimoine. C'est aussi simple. Il y a une question qui fait écho à ce que vous avez dit et qui est assez intéressante, c'est est-ce que les tensions et les difficultés économiques ne vont-elles pas conduire les bailleurs sociaux à privilégier l'accès à la propriété, type en BRS, en bail réel solidaire, etc., plutôt que la réalisation de logements locatifs sociaux ? À vous la parole. Oui, c'est une excellente question. Il y a un risque, effectivement. Quand on parle d'arbitrage, comment on fait, nous, pour équilibrer des opérations ? Comment on fait pour équilibrer des opérations ? Quand on fait de l'accession, on arrive effectivement à dégager une petite marge qui va nous permettre de réduire les fonds propres. On l'a dit, on a démarré il y a quelques années à 15 000, 18 000, 20 000 euros de fonds propres. Moi, j'ai des opérations au Pays Basque intérieur. Dernière opération au Pays Basque intérieur, 3 logements, je suis à 98 000 euros de fonds propres. Alors, on nous demande d'aller à l'intérieur. Il faut y aller. Pour 3 logements, vous multipliez par 3. Jusque quand on va tenir ? Donc, il est vrai que la tendance de temps à autre, c'est de dire sur un programme, on essaie de créer une forme de péréquation, c'est-à-dire ce qu'on va récupérer d'un côté va nous permettre de réduire les fonds propres engagés de l'autre. Donc, j'entends souvent il faut faire du locatif, il faut faire du locatif, mais on ne pourra pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous avons des organismes, nous sommes des dirigeants, il faut effectivement à un moment donné qu'on arrive à tenir. Et la question des arbitrages, elle se posera forcément à un moment donné. Elle se posera à un moment donné si on doit poursuivre ainsi, sans être pessimiste. Et on a la chance, je terminerai par ça, d'avoir des organismes sur ce territoire-là, les 4, avec, je dirais, une santé financière aujourd'hui qui n'est pas aussi dégradée que sur d'autres territoires, mais il est certain que des organismes aujourd'hui ont
arbitrés, ne font que de la réhabilitation ou ne font que produire. Peut-être pour compléter, je peux compléter le propos parce que comme on est beaucoup sur l'accession, nous, c'est très important de se redire qu'il ne faut vraiment pas opposer les deux dispositifs. Il est fondamental et c'est la priorité, c'est d'être sur le locatif social. C'est vraiment, tout le monde ne peut pas être propriétaire de son logement, donc le locatif social est extrêmement important. Le BRS, l'accession sociale à la propriété, le BRS, vient en complément et doit venir en plus et non pas se substituer. Alors effectivement, comme l'a dit le CENI, le gros problème que l'on a aujourd'hui, c'est le modèle économique du locatif social qui aujourd'hui ne tourne plus. Et au niveau national, la production est en baisse très importante à cause de ce problème de modèle économique. Moi, je considère que c'est presque... On nous a poussé presque dans un schéma de financiarisation du modèle du logement social qui aujourd'hui nécessite, si on veut continuer à produire, il faut soit faire de la vente HLM pour avoir des produits complémentaires, ou soit faire de l'accession à la propriété. On est obligé de toute façon de trouver des produits complémentaires qui vont nous permettre de continuer non seulement à produire, et aussi à réhabiliter notre patrimoine. Donc on est malheureusement sur ce schéma de financiarisation du logement social. Et voilà, et s'il n'y a pas de changement de politique, clairement, on est en train de se diriger vers ce que nos voisins européens aujourd'hui sont en train de faire à machine arrière et nous, on va vers eux. Donc on est complètement à côté de la plaque. Et nous, à ALDA, une des choses qu'on fait et qu'on continuera de faire, c'est de dire qu'il faut que le logement social reste du logement social toujours, et donc qu'il ne doit pas y avoir d'accession sociale sans mécanisme antispéculatif. Et ça, c'est extrêmement important. Et on sait que ce n'est pas encore le cas dans toutes les politiques des bailleurs sociaux. Et par ailleurs, il y aura un autre enjeu qui sera comment est-ce qu'on veille à des processus équitables dans l'attribution aussi de l'accession sociale, parce que pour l'instant, c'est surtout la partie location sociale dans laquelle il y a des caléoles, etc. Mais c'est important aussi qu'il y ait des processus équilibrés pour l'accession sociale. Tu peux répondre ? Ouais, je voudrais compléter pour que ça soit aussi encore plus parlant. Pour rebondir sur ce que disait Imed Robana, c'est vrai qu'on nous pousse un petit peu au crime. Et je vais vous l'illustrer de façon très pragmatique sur ce territoire. Il ne vous a pas échappé, et notamment, ça je sais qu'à ALDA vous observez, qu'on a changé le zonage. C'est-à-dire que le regard administratif a permis de dire, ben voilà, ici on est en zone tendue. Donc ça permet d'augmenter les plafonds. On a des critères, voilà, à ne pas dépasser dans la production et notamment dans l'établissement des loyers, puisque ce sont des loyers qui sont établis nationalement. Pour vous faire juste que vous ayez un regard vraiment très pragmatique sur la matière. Lorsqu'on est vraiment sur de la production très haute, on achète un logement. Alors, ça restera uniquement dans cette salle. On achète en PLS à 1 900 € le mètre carré. Alors, ça fait rêver. Hein. Mais bon, je rappelle que nous faisons du loyer, on fait du loyer maîtrisé. C'est-à-dire que peu importe ce que vous avez sur ce qui vous entoure dans votre logement, il faut que le bâti soit de qualité, mais qu'on maîtrise les coûts. Donc, c'est en ça que nous sommes aidés. Et récemment, le gouvernement a ouvert justement, a dit bon, il y a une partie de la population qui n'a droit à rien parce qu'elle se situe souvent au-dessus des plafonds. Et donc on a ouvert à ce qu'on appelle le logement intermédiaire, dit intermédiaire. Donc ça permet effectivement entre les produits que nous proposons à la location et le marché privé de compléter ce produit qui est intéressant, mais qui incite à justement, notamment par rapport à la promotion, à dire, ben voilà, au lieu de produire un logement acheté à 1 900 € le mètre carré, on peut l'acheter sur ce territoire à 3 700 €. Voilà, donc quid du produit que l'on va saisir. Et mathématiquement, on appelle ça non plus du logement social, mais du logement abordable. Mais le logement abordable n'est plus considéré, vous parliez là des commissions d'attribution, on n'est plus dans le spectre des commissions d'attribution. On est vraiment sur du logement, on va dire, un peu plus libre. Donc vous voyez, 1 900 € versus 3 700 € le mètre carré. Donc il y a une tentation justement à l'achat, à acheter plus cher et avoir
pardon, et voilà, plutôt que d'avoir du logement social. Et c'est sûr que c'est un véritable engagement, comme le disaient mes collègues, de produire du locatif, parce qu'il faut quand même un parcours résidentiel, il faut que les locataires puissent devenir un jour propriétaires. Le BRS, et là il faut souligner que le COL a fait quand même sur ce territoire une première nationale en mettant en place ce produit qui a un succès, mais on ne peut pas tous devenir le propriétaire, il faut qu'on reste locataire, parce que je rappelle que les 2/3 des demandeurs de logement relèvent du PLAI. Alors, c'est un terme un peu abscon, mais ça veut dire que dans les plafonds, il ne faut pas dépasser 1 100 € par mois de revenus nets fiscal. Je rappelle que on est à 1 400 € pour une personne seule, 1 400 € pour un SMIC. Donc vous voyez, c'est en dessous du SMIC. 2/3 des demandeurs relèvent de ce plafond, du PLAI. Okay. Voilà, c'était important, Ouais. je voulais que... Au moins, c'est pragmatique. On se prend une dernière petite question sur cette thématique-là. Il y a beaucoup de questions. On ne peut pas toutes les passer, donc on est obligé de prioriser. Et attention, quand vous parlez, parce que même s'il y a plein de gens qui s'y connaissent dans la salle, le PLS, le PLAI, le BRS, le LLI, ça met tout le monde en PLS. Voilà. J'avais envie de placer cette vanne. Voilà. Bah, en fait, il y a plein de sujets intéressants, mais alors si on ouvre les questions maintenant, ça va être compliqué parce qu'il y a notamment des explications ou des questions par rapport aux constructions en vente en état de... en état de futur achèvement, merci. Et en maîtrise d'ouvrage direct, de là, si on lance le débat, on n'est pas couché. Il y a aussi des questions sur le nombre de locatifs sociaux par rapport au privé. Donc là, c'est des sujets très intéressants. Je vais donc en prendre quand même, c'est celle-ci. C'est laquelle? Mais non, c'est le VFA, ça. Une dernière, celle-là, qui va aussi lancer un petit débat, mais vous allez faire court. La production n'est pas enrayée, n'est pas enrayée que par le désengagement de l'État. La spéculation foncière ne devrait-elle pas être encadrée? Alors, par contre, tout le monde ne peut pas répondre, donc hop, vous choisissez, réponse rapide, et ensuite il y a René qui interviendra, et on passera au sujet d'après. La réponse, je dirais oui, bien entendu. Aujourd'hui, on a parlé d'encadrement de loyer. Aujourd'hui, les propriétaires pensent être simplement assis sur un tas d'or. Si on n'encadre pas le foncier, je veux dire, on ne peut rien faire. C'est la matière première. Tout démarre par ça. Un foncier cher, eh bien, on a parlé tout à l'heure de coût de construction. Là où on construisait il y a 3-4 ans à 1150, 1200, aujourd'hui, quand on sort des opérations à 1700, 1800, eh ben, on est heureux, mètre carré, donc c'est pas possible. Donc moi, je reçois des gens dans mon bureau que je suis obligé de chasser, des gens de ce territoire. Mais parce que ils ne comprennent pas effectivement que si on veut sortir, on parle souvent de logements abordables, accessibles. Attendez, si on achète le foncier cher, on a un coût de construction cher, on est attaqué. On est attaqué. Je vais vous donner un exemple. Et ensuite, je me tais. Boucau. 72 logements, opération glisse, Romaté. Tout est verrouillé. On est attaqué par une maison. Des gens qui sont arrivés, qui ont acheté une belle propriété, qui se sont dit un jour, ce terrain-là, il va être inconstructible. Et non, il est constructible. On est attaqué. Le juge met 1 an et demi avant de se prononcer. On gagne, comme dans 200% des cas. Ajustement des prix, 614 000 € en plus. On fait comment? Sur ça, on est d'accord, il faut encadrer le prix de vente du foncier et du bâti. René. Est-ce que je peux poursuivre sur l'encadrement du foncier? Il faut savoir qu'avec l'AGLO, on a travaillé sur quelque chose qui est spécifique même à la limite à ce territoire, qui est en train de se faire également ailleurs. C'est de prévoir 2 éléments qui sont très importants et très puissants. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle les servitudes de mixité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les PLU, dans les plans locaux de l'urbanisme, il n'y a pas un permis de construire qui peut être délivré sans qu'il y ait au moins une part de social. Souvent, c'est aujourd'hui dans beaucoup de PLU, on est pratiquement à 40% de social, 60%, 40% de locatif et 20% de BRS. Et ça,
c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne va pas produire, tout ce qu'on produit comportera des logements sociaux. Donc ça, c'est une aide. Le deuxième élément, c'est que nous avons défini également avec, dans le règlement d'intervention des valeurs plafonds de foncier pour chacun des produits, pour le locatif social, pour le BRS. Alors le libre, c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus compliqué, mais déjà rien que ça nous permet de pouvoir intervenir partout, même là où le foncier est difficile et cher, parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir un projet qui se fait sans qu'il y ait au moins 60% de logement social. Sur le foncier, c'est un élément extrêmement important, et aujourd'hui, le BRS nous permet d'être propriétaire des fonciers. Je pense que le foncier, on doit pouvoir à un moment donné se dire que ça doit être un bien commun. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur cette notion de commun pour éviter qu'il reste dans la spéculation. Et malheureusement, on arrive à une période où le mal est déjà fait. Et il aurait fallu déjà, il y a 30 ou 40 ans, faire des réserves foncières ou faire en sorte que le foncier soit enlevé de la spéculation. Rapidement, pour essayer d'aller sur... Le BRS, donc ce fameux bail réel solidaire, je le refais, c'est la dissociation du terrain et de son usage. Vraiment, pour revenir historiquement, ça vient des Community Land Trust aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'était face au désengagement total de l'État face aux politiques sociales que dans les quartiers populaires, les centres sociaux se sont auto-organisés pour créer une politique de logement social. Non, je prends cet exemple américain parce que comme on est en train de prendre le chemin d'un désengagement tel de l'État, je crois de plus en plus effectivement à l'auto-organisation et à l'autogestion là-dessus. Et c'est vrai que ce BRS qui est arrivé, alors le bail réel solidaire, parce que cette déclinaison en France est une déclinaison extrêmement technocratique. En fait, le Community Land Trust est beaucoup plus simple dans son fonctionnement aux États-Unis, mais ce bail réel solidaire, donc le fait de garder la propriété, la terre collective et de permettre la privatisation de son usage, c'était la première possibilité en droit français de bloquer la spéculation. Et vraiment, face au droit de propriété posé comme un dogme absolu, il est sacré dans la Constitution, je vous le rappelle, le droit de propriété est sacré. Le droit au logement n'apparaît pas dans la Constitution française, c'est le droit de vivre dans la dignité, le droit de propriété est considéré comme sacré. Et effectivement, pour arriver à ce sujet du foncier, les mécanismes d'exclusion qui créent les paysans sans terre en Amérique du Sud et des expulsions dans les grandes métropoles est le même. Je dirais, on est bien sur une problématique de propriété privée, de foncier, qui fait qu'aujourd'hui, j'achète un terrain, je suis à côté d'une plage, pour prendre un exemple. Cette plage se retrouve sur Instagram. Des milliers de touristes débarquent sur cette plage et font que mon logement prend de la valeur. Est-ce que cette plus-value m'appartient ou pas ? C'est bien ça la question, je dirais, qui se pose par rapport au droit de propriété. Et non, cette plus-value n'appartient pas à la personne. C'est exactement la même chose que dans une grande ville, quelqu'un qui achète un appartement, il y a une station de métro qui est construite en bas de chez lui, son appartement prend 30%, en quoi cette plus-value lui appartient ? Je veux dire, s'il fait des travaux d'embellissement dans son logement, bien sûr, ça renchérit le prix, ça augmente s'il y a une station de métro. Et c'est là où il va falloir réfléchir, je dirais, à ce droit de propriété. Moi, je vous avoue que le parcours résidentiel, je sais que c'est quelque chose, dès qu'on est dans acteur du logement, on parle du parcours résidentiel. Mais il faut quand même observer que dans d'autres pays, en Allemagne par exemple, où il y a une majorité de locataires, les gens n'aspirent pas à devenir propriétaires. Et pourquoi ils n'aspirent pas à devenir propriétaires ? Donc en fait, l'aspiration de devenir propriétaire, elle vient pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on est dans un marché du travail extrêmement insécure. Donc on a peur pour son travail, pour sa retraite, donc la propriété devient un refuge. En fait, ce n'est pas une volonté de posséder la terre. C'est le fructus et l'abusus, les trois définitions de la propriété, l'usage, les fruits de l'usage et l'abusus, quand même. L'abusus, parce qu'on est propriétaire, on peut détruire son bien parce qu'il appartient. Voilà. Et là, c'est une question un peu philosophique, mais je vous rappelle qu'on passe sur cette terre et qu'on ne fait que passer, que cette terre, on ne fait que l'utiliser. Et à un moment, il va falloir sortir de ce dogme de la propriété, de ce dogme du parcours résidentiel qui voudrait faire croire que tout locataire aspire à devenir propriétaire. Si on aspire à devenir propriétaire, c'est parce que le marché du travail est insécure, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir comme retraite. Il y a un ressort de transmission par rapport à ses enfants, effectivement, un ressort émotionnel, mais force est de constater que dans les pays
en Allemagne entre autres, où le marché locatif est extrêmement sécurisé, où on vend son logement avec son locataire, il n'y a pas de congé pour vente ou de congé reprise, et ben, il y a beaucoup moins cette volonté de devenir locataire. Donc je crois que la propriété aujourd'hui devient un refuge imposé par le système, un petit peu... c'est assez idéologique, bien sûr, mais imposé par le système, et tout le monde, qu'il y ait des gens qui ont envie de devenir propriétaires, c'est grand bien. Mais là, aujourd'hui, ça devient la contrainte obligatoire, avec le mot du parcours résidentiel, pour se mettre à l'abri. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, et encore une fois, on peut l'observer, quand on n'est pas aussi insécure que ça, en tant que locataire, on a moins envie de devenir propriétaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer l'accession sociale à la propriété. Je dis juste que le parcours résidentiel, moi j'en ai marre d'entendre parler du parcours résidentiel, que tous les locataires ils rêvent, je dirais, de devenir propriétaire. Et puis quelque part, j'ai envie d'entendre parler du parcours résidentiel de l'autre côté, en fait. Le niveau 0 qui est la rue, le niveau 1 qui est le squat, le niveau 3, 2 qui est la résidence sociale. Et là, cette résidence sociale, où là, on passe jamais la 4e marche de l'accès au logement. C'est pour ça qu'il y a une politique de logement d'abord. Mais faire une politique de logement d'abord sans logement, c'est quand même assez compliqué. Non, mais je ne peux pas ne pas intervenir pour nuancer un petit peu. Le col est spécialisé dans l'accession sociale à la propriété, donc je ne peux pas ne pas nuancer. Et puis surtout, je veux dire que aujourd'hui, la seule sécurité que l'on a, c'est d'avoir un toit, en fait. Hein. Et quand vous pouvez être c'est un propriétaire qui vous donne congé pour pouvoir soit occuper son logement, etc., et qu'on se retrouve sans solution, je pense que c'est aussi une aspiration de certaines personnes. Ceux qui ne souhaitent rester locataires, il n'y a absolument aucun problème. Nous, on est très favorable au locatif, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, de permettre, aujourd'hui, il n'y a que les gens qui ont des revenus suffisants et qui ont cette sécurité d'avoir un toit sur la tête. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument qu'on arrive à ce que tout le monde ait un toit sur la tête, alors que ce soit locataire ou accédant, mais peu importe. Mais aujourd'hui, dans notre modèle, c'est une sécurité pour les gens que de se dire j'ai un toit sur la tête et personne ne peut me sortir de ce logement. Et ça, nous, au comité ouvrier du logement, on y tient particulièrement parce que ça nous paraît faire partie des insécurités indispensables pour qu'on puisse vivre dignement et en toute sécurité. Excusez-moi, voilà. Une petite nuance, mais on n'est pas d'accord en plus. Ok. C'est bien par insécurité. Si ça vous va, on continuera le débat philosophique après. Alors, ok, alors on va faire attention. On va être obligé de passer à la deuxième partie parce qu'il y a 2 priorités qui ont été identifiées et qui sortent de la consultation. Et la seconde, c'est sur l'adaptation et l'accessibilité au handicap et au vieillissement. Il y a donc la couche dont je parlais tout à l'heure va circuler. Si vous voulez ou pouvez participer, n'hésitez pas. Et je laisse la parole à Isabelle pour nous introduire le sujet. Très bien, merci. Alors, avec l'âge, après un accident de vie ou suite à un état de santé qui se dégrade, accéder à son logement ou vivre dans celui-ci peut devenir une épreuve au quotidien. Selon le Conseil de l'Union sociale pour l'habitat, 30,4% des locataires HLM ont 60 ans et plus. Alors que la société peine à trouver les solutions adaptées et dignes pour loger les personnes âgées, le logement social peut être un laboratoire pour réfléchir aux solutions permettant aux gens de vivre chez eux aussi longtemps qu'ils le souhaitent et dans les conditions de vie dignes. Notamment au travers de situations individuelles accompagnées par ALDA, nous soulignons aussi que l'inclusivité est un défi, que des solutions sont à inventer ou à améliorer pour mieux prendre en compte l'ensemble des handicaps qui existent, moteurs, visuels, auditifs, mentaux, psychiques. Et d'autres enjeux ont été identifiés comme adapter les logements neufs et anciens au handicap, et ce dans des délais raisonnables, sans surcoût pour les locataires, ou lorsque le déménagement est inévitable, prendre en charge les frais et garantir un nouveau loyer équivalent. Donc dans les questions, on pense que c'est important d'avoir une connaissance du parc social pour pouvoir définir une politique d'adaptation des logements au Pays basque et engager des démarches proactives. Quelle connaissance avez-vous du parc HLM que vous gérez par rapport à cette problématique ?
Comment un handicap qui survient en cours de location est-il identifié et pris en charge? Et enfin, quelle part des locataires sont concernés ou vont être concernés par des problèmes d'adaptation de leur logement? Deuxième sujet, en anticipant mieux les besoins, est-il possible de se fixer des objectifs précis pour les prochaines années en termes d'adaptation de logement? Comment fluidifier le fonctionnement et la procédure de la demande aux travaux? On constate que les délais sont souvent très longs et la situation de la personne a le temps d'évoluer, voire de s'aggraver. Et enfin, peut-on imaginer une mutualisation interbailleurs de certaines démarches en se nourrissant des expériences et réflexions propres à chacun? Un exemple serait la mise en commun de l'ergothèque ou des marchés passés auprès des entreprises qui effectuent ces travaux d'adaptation. Je vous remercie. Eh ben, mille esker, Isabelle. Et en fait, comme le sujet précédent, sur le sujet précédent, on a plein de locataires qui viennent nous voir parce qu'ils vivent dans des logements humides, mal isolés. Là aussi, on a plein de sollicitations de gens qui sont en situation de handicap ou qui se retrouvent après un accident de la vie ou le vieillissement à avoir des difficultés avec leur logement. Et donc, c'est important de vous entendre sur ces sujets. On va commencer par Imed Robana du COL cette fois. Mais j'ai beaucoup parlé en fait. Thierry qui va... Non mais c'est vrai, et en plus c'est du patrimoine, c'est du locatif, mais j'interviendrai. Ok, parfait. Donc, alors déjà, vous le savez tous, on est dans un département plus vieux que la moyenne. Hein, on a à peu près plus 5 points de plus de retraités de plus de 60 ans dans ce département. Dans notre parc HLM, nous on est à 36% de plus de 60 ans et presque 20% des plus de 60 ans ont déjà plus de 75 ans. Donc c'est un réel souci à prendre en compte. On a plusieurs stratégies. La première, c'est sur la production neuve. Donc on a une politique volontariste depuis plus de 10 ans pour adapter systématiquement. Alors, il y a une réglementation qui s'impose à nous en termes d'accessibilité. Ça, bien sûr, c'est appliqué. Mais on essaie d'aller au-delà pour que 10% de nos logements soient adaptés. On a à peu près 30% de notre parc sur le Béarn et le Pays Basque qu'on peut considérer comme accessible et adapté. Deuxième sujet, dans la production neuve, il y a une telle demande des seniors qui ont besoin de logements adaptés et de logements où on arrivera à créer du lien social, qu'on a développé une marque qui s'appelle Ovéol de résidence service senior. Aujourd'hui, quand vous vieillissez, vous êtes chez vous, vous avez du maintien à domicile, ou bien vous êtes directement en foyer médicalisé, EHPAD. Entre les deux, si vous n'avez pas les moyens d'aller dans une résidence sociale, dans une résidence privée à 1000 ou 1200 euros le T2, vous n'avez rien. On a développé, avec les financements du logement social de droit commun, toute une gamme de logements qui permet à la fois à nos locataires de demander une mutation vers ces nouvelles résidences ou des personnes qui attendent de pouvoir déménager et quitter leur logement pour venir vivre dans une communauté où l'on va retrouver à la fois du logement adapté, mais aussi des outils de lien, d'animation, des lieux collectifs dans ces résidences. Aujourd'hui, on a à peu près 250 logements de cette nature-là. C'est notre première demande des communes aujourd'hui et on sera à 500 logements d'ici 2028. Là, on est sur la production neuve. Mais bien sûr, dans mon parc, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui deviennent vulnérables avec l'âge ou avec le handicap. On va travailler sur une politique d'adaptation. Alors, on a un budget qui est à peu près de 200-250 000 euros par an. On a des sentinelles de travailleurs sociaux, une dizaine, qui sont formés par des ergothérapeutes qui vont aller évaluer les besoins de la personne. Ensuite, on va mettre en place l'ensemble des adaptations nécessaires. 80% des fois, il s'agit de douches, de l'adaptation de la salle de bain. C'est le plus lourd. On a des expérimentations, alors ça c'est sur la partie béarnaise, où on va adapter les logements, on va adapter les parties communes, et en lien avec la commune, on va adapter les cheminements autour de ces logements pour que l'accessibilité puisse se faire non seulement à l'intérieur des logements, dans les parties communes, mais aussi aux alentours pour favoriser le lien et la connexion avec les services et les commerces du quartier. Donc ça, c'est une expérimentation que nous avons en Béarn. Et on travaille aussi, on a bénéficié d'un appel à projet pour tous les ressortissants, les retraités de la CARSAT, qui vont pouvoir bénéficier d'aides supplémentaires pour adapter ces logements. Donc, ce qui nous permettra de démultiplier le nombre de logements adaptés ces prochaines années. Parc neuf et parc actuel. Je l'ai dépassé ? Qui c'est qui suit?
Je reprends la suite. Donc, je vais commencer par le neuf aussi, comme Thierry. Donc, nous avons aujourd'hui, avec une association qui s'appelle Gorekin, développé un concept de maison partagée pour les seniors de plus de 65 ans en habitat participatif. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des petites unités d'une dizaine de T2, en fait, autour d'une salle commune d'une centaine de mètres carrés. Donc c'est des personnes qui sont en général plutôt valides, mais qui souhaitent plutôt vieillir ensemble et ne pas se retrouver seuls et isolés. Alors pour tout vous dire, on vient de livrer juste un projet à Hurth, dans lequel on a une maison partagée d'une dizaine de logements, un certain nombre de logements locatifs sociaux et des logements ABRS, et tout ça en habitat participatif, l'idée étant de faire un lieu de vie. Donc ce sont des logements pour lesquels l'association va faire de l'accompagnement pour des sorties, animer un peu ce collectif comme l'a dit Thierry. Et puis le fait de le faire en habitat participatif, je vous avoue que on a vu des personnes même presque rajeunir du fait d'avoir un projet ensemble. Et c'est extrêmement rassurant pour leurs enfants de savoir que c'est des personnes qui finalement vont être bien dans leur logement. Donc ça, c'est pour le neuf. Et sur le patrimoine existant, c'est vrai qu'on fait un diagnostic en fait, et notamment tous les immeubles qui sont pas loin des transports et des commerces. Et là, on intervient pour faire des adaptations des logements, soit pour le handicap ou pour le vieillissement. Voilà. Écoutez, je passe ma parole à... Très rapidement. Alors, trois approches. La première, c'est tout d'abord essayer de tout mettre en œuvre pour maintenir le locataire dans son logement, si le logement est adaptable. Parce que je l'indiquais tout à l'heure, on a des logements, quelquefois des programmes qui datent d'une certaine époque. Donc la première question, c'est est-ce que le logement est adaptable ? Et là, on travaille effectivement avec... on ne peut pas généraliser, parce que dire effectivement à un moment donné, dans quelle mesure on peut apporter une réponse à quelqu'un qui est en situation de handicap, c'est très compliqué. Donc on travaille avec des ergothérapeutes. Voilà, tous les handicaps sont pratiquement différents. Donc voilà, donc c'est l'ergothérapeute qui va, après une analyse du logement et du handicap, qui va préconiser les mesures nécessaires à mettre en œuvre pour que l'âgé, entre guillemets, puisse vivre dans son appartement. Donc là, pour ce qui concerne Habitation Atlantique, on est à peu près sur un nombre de demandes traitées par an de 75 logements, voilà, donc, par an, donc sur un budget à peu près de 230 000 euros. Le deuxième axe, c'est on essaie de favoriser aussi les mutations. Toujours dans ce parcours, dans le parc. Parce qu'à un moment donné, on peut se retrouver confronté à une situation, un logement pas adaptable, ou alors l'ergothérapeute qui nous dit clairement, écoutez, cette personne ne peut pas être maintenue dans son logement. Donc on favorise la mutation vers un appartement un peu plus adapté. Et enfin, on a parlé de production neuve. Donc la production neuve, ce sont effectivement aujourd'hui des produits qui sortent. Ça peut être une résidence senior, une résidence autonomie, ou alors l'EHPAD pour effectivement ceux qui sont dépendants. Et nous, organisme HLM, donc nous, Habitation Atlantique, on a développé tout ce qui est logement inclusif. Donc on en a fait à Anglette, à Enara, pour des personnes effectivement en situation de handicap qui sont accompagnées par une association. On en prévoit là sur le Prissé avec une quinzaine de logements, sur la Citadelle. Donc ce sont effectivement des thématiques que l'on prend en compte depuis un certain nombre d'années et qui nous amènent, en tout cas bailleur social, à aller chercher un label spécifiquement vieillissement pour pouvoir effectivement en faire un enjeu stratégique au sein de notre entreprise. Allez, je vais compléter. Je pense qu'Alda, vous avez mis, au travers de la question, là, le doigt sur un sujet sensible. Effectivement, la population vieillit et nos locataires n'échappent pas à cette exception. Et donc, on est confronté à cette évolution sociétale.
et qui est à mettre en lien avec, justement, vous parliez de fluidité, c'est vraiment là le grand défi que nous avons, parce que au-delà de cette anticipation sociale, il y a le quotidien, c'est-à-dire que voilà, je suis victime d'un AVC, accident de la route, je reviens chez moi, comment ça se passe? Ça ne se passe pas forcément très bien. Parce qu'il faut savoir que le modèle que nous avons, il est souvent, enfin je parle pour les bailleurs, il est nourri au niveau fiscal, c'est-à-dire que quand on adapte les logements, on bénéficie de réductions sur les taxes foncières que nous avons. Et ça pose un premier sujet que nous travaillons d'ailleurs avec l'Office 64. Alors désolé, hein, j'espère qu'on ne ressortira pas avec le goudron et les plumes. On va parler d'exemples sur le Béarn. Mais voilà, l'agglo de Pau s'est saisi depuis longtemps parce que bon, voilà, notre nouveau Premier ministre, sur le plan dépendance, avait posé le sujet. Le Covid nous a rapprochés de cette affaire sur l'isolement. Et c'est de voir comment est-ce qu'on peut mieux vieillir dans le logement. Et Thierry l'évoquait, il n'y a pas que le logement, il y a aussi l'accessibilité à ce logement dans son environnement, mais aussi, et c'est un peu comme pour la première thématique, c'est comment est-ce qu'on finance tout ça. Et c'est devoir avoir une caisse d'avance auprès de financeurs. Il y a des caisses de retraite. La CARSAT finance beaucoup l'adaptation. On passe des conventions avec la CARSAT pour justement faire de l'habitat inclusif dans nos programmes. Essayer de travailler sur des nouveaux produits comme les résidences sociales seniors avec des services mais qui sont à la hauteur avec une certaine frugalité parce que on sait que c'est un certain coût. Mais voilà, c'est de voir comment est-ce qu'on améliore le score. Alors nous, on travaille avec notamment des structures comme Alogia qui sont spécialisées sur le secteur et qui proposent 3 politiques. C'est déjà, bien sûr, vous parliez de comment est-ce qu'on a, quelles connaissances on a. Et souvent, on n'est pas franchement très sachant des travaux que nous faisons. Parce que quand un locataire nous téléphone, on va adapter son logement, mais il n'est pas forcément référencé dans nos bases de données. Et donc, savoir qu'un logement est adapté ou adaptable, c'est très important. Donc ça, il y a un travail sur la donnée. Et donc, les 3 axes que nous avons, c'est déjà faire intervenir un ergothérapeute, comme le disait l'Océanie, c'est de voir, on peut commencer par du petit équipement. Deuxième axe, c'est faire de l'adaptation de pièces. La plupart du temps, c'est la pièce d'eau. Et enfin, pour tout ce qui est un peu plus lourd, c'est-à-dire on va travailler à la fois l'adaptation de l'intégralité du logement, voire de la domotique, et le cas échéant de la mutation, et de prendre, et je pense que c'était un volet de votre question, de prendre en charge justement l'accompagnement social et financier, puisque souvent le déménagement représente un coût. Et il faut savoir qu'on parle souvent dans l'adaptation, là vous parliez des différents handicaps, mais on a l'adaptation aussi aux besoins financiers, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à avoir eu une famille et se retrouver tout seul dans un grand logement. Et voilà, c'est pas forcément adapté à nos revenus. Donc cet accompagnement, il intègre cet élément-là. Et je terminerai par une anecdote qui n'en est pas véritablement une, mais quand nos clients nous appellent sur la plateforme téléphonique, on n'est pas avec des scripts et on sait que de plus en plus, on essaie d'avoir un temps d'écoute beaucoup plus appuyé parce que il y a justement des fois de l'isolement qui se cache au travers de ces éléments-là et le prendre en considération est très important. Et donc avoir une relation adaptée dans la discussion et pas être là justement à me dire il reste 30 secondes, mais que vous avez le temps de vous exprimer quand vous contactez votre bailleur social pour qu'on prenne en compte votre situation. Voilà. On va passer la parole à Nadia Sami. Donc vous êtes architecte spécialisé en accessibilité, vieillissement et qualité de vie. Ça fait 25 ans que vous faites un travail de terrain avec les personnes en situation de handicap physique, psychique, mental et autres, en accompagnement les maîtres d'ouvrage à chaque étape de construction et de conception des projets afin d'intégrer ces besoins-là. Mais on vous propose de nous présenter tout ça. Merci. Alors, je n'avais pas du tout prévu ça, mais en fait, je vais rebondir. Parce que Pau, je vais vous donner l'anecdote de Pau. Pau, quand ils m'ont appelé il y a 8 ans, ils m'ont dit « Mme Sami, la loi vieillissement vient de paraître du 15 décembre 2015. Est-ce que vous pouvez nous aider à adapter les salles de bain pour qu'on puisse les maintenir à domicile ?» Saragosse, 1,5 km, 17 000 personnes. Je les ai regardés, je leur ai dit non. Non, parce que ça s'appelle du confinement à domicile, ça ne s'appelle pas du maintien sur son lieu de vie. Donc c'est de la maltraitance. Donc on va commencer dehors, on va prendre de la hauteur,
on va traiter tout le monde, y compris les personnes avançant en âge ou en situation de handicap. On va travailler le quartier, on va travailler le premier triangle de déplacement, les 30 mètres, les 300 mètres, le dernier kilomètre, tous ces mots un petit peu techniques que les urbanistes, les aménageurs et services techniques connaissent, que le citoyen connaît beaucoup moins. Et puis, du coup, je leur ai proposé de mettre en place une politique anti-solitude et pas une politique vieillissement. Parce que dans la politique anti-solitude, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais les étudiants de l'université qui étaient au bout du quartier. Puis j'avais la cité administrative où il y avait une cantine. Puis j'avais les écoles, les lycées, etc., où on pouvait créer du lien, des espaces de partage. Et donc, on a commencé à dessiner des halls de partage, des paliers de partage, des escaliers de partage, des pieds d'immeubles de partage et de 300 mètres en 300 mètres, des bulles de curiosité pour inviter à marcher un peu plus loin. Donc, vous m'avez tendu une super perche, donc je ne pouvais pas ne pas l'attraper au vol. Mais en fait, je suis ravie de voir que c'est resté dans les petits papiers, que l'objectif de tout ce travail, c'était que ça devienne opposable au tiers et que ça rentre dans les cahiers de prescription de tous ceux qui voulaient venir créer du logement ou autre chose d'ailleurs, ou une place à Pau et dans le pays du Béarn. Donc, très bien. Moi, j'ai envie d'aller encore plus loin avec vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on continue? Dites-moi si c'est impossible. Parce qu'à l'époque, on m'avait dit « Ouais, non, ça ne marchera jamais, c'est impossible ». Il y a 25 ans, quand j'avais dit « Il faut qu'on arrête, il faut qu'on fasse des immeubles dans lesquels il y a les crèches, les familles, les personnes avançant en âge et qu'il y ait de l'interaction », on m'avait dit oh, « Impossible, ça n'arrivera jamais, ce n'est pas les mêmes lignes budgétaires, ce n'est pas les mêmes lignes politiques, on ne pourra jamais ». Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet, on est d'accord. Aujourd'hui, ça va tout seul. Donc ce qui est impossible à un moment devient toujours possible. Donc du coup, j'aimerais bien que l'impossible du moment devienne possible. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on a une ligne budgétaire sur une action, on ne mutualise pas? Quand on fait des actions sur le verdissement, quand on fait des actions sur le thermique, vous refaites bien la peinture à la fin. Pourquoi on n'a pas le réflexe de rajouter la prescription qui va bien sur le vieillissement, sur le handicap, sur une ligne budgétaire qui existe déjà, sur une action ciblée? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on fasse une action vieillissement avec une ligne budgétaire vieillissement, une action pour les étudiants avec une ligne budgétaire pour les étudiants, une action sur des travaux X ou Y sans y intégrer ces données-là? Je reprends l'exemple verdissement. Difficultés sensorielles, je commence à perdre un peu la mémoire, ou je suis aveugle, ou je suis malvoyant. Pourquoi est-ce que je ne mutualise pas l'action de verdissement du quartier avec l'action d'aide à l'orientation dans le choix des plantes, des cheminements, du chemin du mulet? Pourquoi est-ce qu'au lieu de mettre des bancs partout, on sait pertinemment que le banc a été dessiné pour un trottoir et pas pour un humain? C'est pour ça qu'il a cette forme-là, et qu'il n'est absolument pas adapté aux différences de corporalité, d'âge, de sensorialité, de sensibilité. Pourquoi est-ce qu'on ne mutualise pas et qu'on ne tire pas vers le haut tous ces éléments de prescription? Il ne me coûterait pas plus cher, mon banc, vous devez le mettre. Mais au lieu de prendre un banc, prenons le même produit. Le bon produit, pardon. Prenons le bon produit, qui aura le même coût. Quand on me rappelle en me disant « Samy, vous avez dit qu'il fallait intégrer dans tous les programmes la fatigabilité, la douleur, la lenteur, la maladie longue, parce que ça, vous n'y êtes pas encore confronté, mais on vient de terminer une étude sur les longues maladies qui sont de plus en plus présentes à tous les âges dans notre société, donc que ce soit des cancers à répétition, que ce soit des scléroses en plaques, que ce soit des AVC, etc. On n'est pas sur du logement en handicap, on est sur un autre modèle d'habiter et de se soigner. Et si dans mon périmètre, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne sors plus. Quand je ne sors plus, je tombe en isolement. Quand je tombe en isolement, je tombe en absence de mouvement. Donc il me faut le choix, les parcours résidentiels, du choix dans les parcours résidentiels, au sens où tu le disais, et au-delà. Il faut qu'on prenne de la hauteur. Il faut qu'on arrête d'attaquer ces sujets par le petit bout de la lorgnette, vraiment. Du macro à la petite cuillère. Et il faut qu'on trouve de la méthode. Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'argent. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais par contre, il nous manque aussi de la méthode. Et dans la méthode, on peut gagner énormément d'argent. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 niveaux. On va avoir le niveau qui va nous coûter à peu près pas grand-chose, voire vraiment pas grand-chose. On a le coût moyen, puis après, on va avoir le surcoût. Mais déjà, sur le pas grand-chose, juste en réécrivant des lignes de prescription, on peut faire beaucoup.
On peut faire beaucoup. Et à chaque fois qu'on fait des travaux, on peut introduire ces nouvelles lignes de prescription qui aujourd'hui, soyons clairs, auprès de mes confrères ou auprès de beaucoup de promoteurs, elles n'existent pas encore. Autre chose, il faut absolument arrêter de confondre handicap et vieillissement. Mes confrères, quand ils arrivent et qu'ils me disent « tu t'es fait des cercles de 150 partout, c'est adapté aux vieux », déjà, je m'assois et je pleure. Donc déjà, j'ai 90% du logement neuf qui est produit handicap, qui est adapté réglementairement, mais inutilisable. Donc là, il faut qu'on se repose des questions ensemble. Et puis sur la question du vieillissement, je vous donne un exemple très concret. Pour la personne en fauteuil roulant, parce que souvent, malheureusement, la question du handicap est réduite à la personne en fauteuil roulant. Or, il y a tout le reste, physique, auditif, visuel, mental, psychique, cognitif, et on a des billes là-dessus. Ça fait un petit moment qu'on y bosse quand même. Mais pour la personne en fauteuil roulant, on a besoin d'un rectangle d'usage de 80-130 parallèle aux toilettes. Alors déjà, une fois sur deux, il n'est pas parallèle aux toilettes, donc il ne me sert à rien. Ou alors d'un cercle de 150 pour pouvoir faire une manœuvre, d'accord ? Pour une personne avançant en âge, le vide est mon pire ennemi. J'ai besoin d'appui, vite, équilibre de l'oreille interne. Mon premier poste de chute, ce n'est pas la salle de bain, c'est la nuit quand je me réveille, que je passe du noir au jour et que je me lève. Et qui me bosse la chambre aujourd'hui ? Personne. Donc, j'entends chemin lumineux non plus. Parce que, alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 25 ans, on a testé plein de trucs qui ne marchent pas, donc maintenant, on sait à peu près ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire. Mais on n'a pas encore tout fait, toutes les erreurs qu'il faut arrêter de faire, hein, je vous rassure. Donc, on va plutôt être sur une ampoule qui coûte strictement rien, qui existe aujourd'hui chez Leroy Merlin, qui est à détection de présence et de mouvement, qu'on va mettre dans le couloir. Alors que le chemin lumineux va vous coûter 15 000 € et que tout le monde met un meuble devant parce qu'il n'arrive plus à dormir la nuit, et que l'ampoule qui va s'allumer au moindre mouvement dans le couloir va me faire un résidu d'éclairage suffisant pour que mon oreille interne ne foute pas le camp et que je ne chute pas. Voilà. Et ça, c'est une ligne de prescription qui vous a coûté 0, mais juste il fallait la mettre au bon endroit. D'accord ? Donc on en est là sur ces questions-là. Et là, il faut qu'on aille vite et on peut aller très vite. C'est comme de dire on fait de la résidence étudiant senior. On en revient, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'étudiant, il commence à vivre quand le senior, il veut se coucher. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Donc on arrête. Stop, étudiant senior. Il y a d'autres produits à créer. Il y a d'autres cohabitations à créer. Et là, on a fait un benchmark en Suisse. On s'est retrouvé dans des bureaux. Mais c'est génial, ça marche de feu de Dieu. On prend quelques étages. En plus, on dit, ouais, il n'y a plus de terre. Ben ouais, mais il y a des kilomètres de bureaux vides, donc allons-y. Il y a les bureaux, il y a la cantine des bureaux, il y a le restaurant pizza en bas. Tout le monde signe une convention. Mamie peut manger en bas à la cantine, mais sinon elle monte. Et oui, il faut que je parle plus vite ou alors que j'en dise moins. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand on est réveillé, il y a de la vie. Je suis avec du costume cravate, je mange avec eux, je vais à la salle de yoga avec eux entre midi et 2. Il y a même des toilettes sèches qui sentent absolument pas mauvais. Donc voilà, on voit l'évolution et le retard qu'on a. Et puis au moment où tout le monde veut se coucher, ils sont partis. Il me semble que c'est pas con. Enfin, je dis ça, je dis rien. Vous en faites ce que vous voulez. Hein ? Donc voilà, on a beaucoup de méthodes. C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de méthode. C'est aussi une question d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Comment ça se passe, ce qui marche bien, se retourner sur ce qu'on a fait pour regarder ce qui marche pas et arrêter d'absolument vouloir continuer à le faire. Créer de nouveaux produits, être inventif, ça clairement, on n'a pas fini. Hein. Et puis arrêter de nous cloisonner. Moi, j'ai l'étudiant qui crève la faim parce qu'il n'a pas de quoi manger. Et la personne âgée qui crève la faim parce qu'elle mange seule et que du coup, elle n'a pas envie de manger. Vous voyez comment on peut les rejoindre ? Et comment je suis en train de créer une seule ligne budgétaire avec une seule action qui me règle 2 sujets ? Et c'est ça qu'on a mis en place sur Pau. Donc, bon, voilà, je m'arrête. Merci. Ça marche ?
Merci pour vos éléments de réponse. On a des questions qui sont bien intéressantes. Juste, on voulait dire, c'est les questions qui sont issues de la consultation et des locataires, c'est essentiellement sur les logements familiaux, les logements locatifs sociaux. Donc c'est aussi sur ça que portaient les questions qu'a posées Isabelle tout à l'heure. Et il y avait des questions, notamment, qu'est-ce que pour vous un délai raisonnable pour répondre à une demande de locataire ou de locataire en souffrance ? Par exemple, c'est vrai que la baignoire en douche, c'est quand même, en tout cas dans les permanences d'ALDA, la demande qui revient le plus souvent en termes d'adaptation. Et par exemple, Paris Habitat s'est fixé 6 mois entre le temps de la demande et la fin des travaux, à titre d'exemple qui est bien. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on observe parfois des délais où l'ergothérapeute met parfois dépasse ce délai avant de passer dans le logement. Il y a aussi donc comment réduire ces délais d'adaptation et aussi c'est quoi en fait un logement adapté à qui, adapté comment, parce qu'il y a aussi toute une diversité de handicaps et pour l'instant est-ce que tous ces changements, comment ils sont anticipés et parmi toute la diversité qui existe. Et enfin, pour prendre un peu de hauteur, est-ce que aussi il n'y a pas nécessité de mutualiser entre bailleurs aussi ces réflexions, parce qu'elles sont aussi à l'œuvre chez chacun d'entre vous à différents niveaux. Mais par exemple, notamment au niveau un peu dans le même sujet, il y a des travaux finançables entièrement avec des déductions de taxes foncières. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être réfléchi aussi de manière mutualisée, ou alors la politique autour de ça? Merci. Ouais. Je vous laisse répondre comme vous voulez, sachant que à la fois les bailleurs sociaux et à la fois les experts qui sont présents, n'hésitez pas. Il y a plein de sujets dans ce que vous avez indiqué. Oui. Donc sur les délais, c'est vrai que c'est assez insupportable, c'est très long. Alors même si on déploie nos ergothérapeutes ou conseillères sociales, ensuite l'analyse, l'évaluation, la réunion de la commission, et ensuite le fait que l'entreprise, puisqu'on est en marché public, nous fournisse la prestation, c'est vrai que je ne suis pas loin des délais de Paris Habitat. C'est assez insupportable. C'est d'autant plus insupportable, notamment dans le cas des populations handicapées qui ont des prescriptions de la MDPH. Alors là, quand il y a des prescriptions de la MDPH, c'est pour ça qu'on travaille actuellement. On s'est rapproché du conseil départemental et ensuite on le partagera avec nos collègues bailleurs pour pouvoir remplacer et se substituer à l'attente de la décision de la MDPH pour qu'on puisse agir en urgence, puisqu'on a quand même une réactivité qui est autre que celle de la MDPH. On est en train de négocier ça avec le département qui gère la MDPH. Et ensuite, j'ai bien aimé vous entendre, madame, mais j'ai envie de venez animer un groupe de réflexion entre nous. D'abord, ce qui me plaît dans ce que vous avez dit, c'est qu'il ne faut pas penser le logement, la salle de bain, la baignoire, mais essayer de penser global. Voilà. Mais dans tout ce que vous avez dit, c'est que, tout à l'heure on l'a dit, il n'y a pas de politique logement dans ce pays. Il y a encore moins une politique de l'habitat liée à l'isolement social, liée à la vulnérabilité. Et avant de dire on a parlé de handicap, de vieillissement, c'est plutôt une politique de lien. On crée des lieux, on crée des liens, quoi. Et effectivement, on n'est pas des grands techniciens, quoi. Hein, donc on a une approche sociale, on a l'habitude d'adapter nos logements. En tous les cas, j'ai votre nom en tête et ça vaut le coup de réfléchir entre nous au sein de l'ensemble des bailleurs de la région sur effectivement c'est quoi cette politique de lien. Mais c'est vrai que cette réflexion qu'on a mis en place avec l'agglomération de Pau, hein, alors c'est sûrement issu du travail que vous avez réalisé avec eux, j'espère que ça va nous aider à nous améliorer. Et ensuite, je ne sais plus ce que vous avez posé comme autre question, mais je vais passer la parole, peut-être non, je ne sais plus. La définition du logement adapté, c'est une définition qui est très difficile, je dirais, à émettre dans la mesure. Pourquoi on fait intervenir des ergothérapeutes ? On fait intervenir des ergothérapeutes parce que, bien entendu, on n'est pas forcément des experts. On a le locataire qui vit aujourd'hui, mais qui est bien portant, entre guillemets, qui a un accident de main, qui n'arrive pas, ou plus, à un moment donné, accident quel qu'il soit, hein, donc à se servir effectivement correctement des équipements ou à circuler, comme on l'indiquait tout à l'heure, convenablement dans son appartement. Nous, il nous faut des professionnels. Enfin, on n'est pas des spécialistes. Donc c'est le professionnel qui, à un moment donné, va émettre une analyse sur le logement, mais également sur la nature du handicap et qui va nous faire des prescriptions.
Et c'est la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure les 3 possibilités. Est-ce qu'on fait le choix de maintenir la personne dans son logement ? Ou alors, en fonction de ce rapport d'analyse, il ne s'agira pas de dépenser pour dépenser. On fait le choix d'une mutation vers un logement un peu plus adapté. Voilà, donc un logement adapté à un locataire X ne l'est peut-être pas forcément au locataire Y. Donc ça, c'est véritablement une notion qui est difficile une définition qui est difficile à donner pour qu'elle soit générale ou généraliste. Deuxièmement, sur la question des délais. Alors, en lien direct avec ce que je dis, à savoir, nous, à un moment donné, ce n'est pas nous qui appuyons forcément sur le bouton. On va recevoir les demandes, on va actionner sur une plateforme, on va demander à un professionnel d'intervenir. Tant qu'on n'a pas les rapports, on ne fera rien. Voilà, donc vous avez raison, il faut effectivement que dans nos cahiers de consultation, et ça tombe bien parce que j'ai vu passer pas plus tard que la semaine dernière, on relance la consultation d'ergothérapeute. Donc à partir du moment où on a le rapport d'analyse de l'ergothérapeute, on va commander, par les commandes publiques, un équipement adapté au handicap, parce que les équipements, on ne les a pas en stock. C'est l'une des raisons pour lesquelles Habitat Sud-Atlantique a travaillé avec une association que vous devez connaître, Merci Julie. Donc merci Julie qui est très connue au niveau national. On a travaillé sur un certain nombre d'équipements issus du réemploi pour faire du stock. Et le stock nous permet effectivement très rapidement d'intervenir sans avoir à attendre. Donc ça permet effectivement de réduire les délais. Mais c'est un sujet qui est assez complexe. On ne peut pas dire aujourd'hui tout va être traité en 3 mois, en 4 mois ou en 5 mois. Vous avez des handicaps qui sont très lourds, des handicaps cognitifs. Et pour répondre tout à l'heure à madame, c'est de dire aujourd'hui dans le cadre du logement inclusif, tous ces sujets-là sont pris en compte. Voilà. Donc nous, on a besoin aussi de professionnels qui viennent nous titiller, qui viennent nous alerter et qui viennent nous accompagner sur ces types de sujets. On n'est pas des sachants dans ce domaine. Voilà. Donc mais ce sont je pense qu'il y a un saut qualitatif qui a quand même été fait au niveau des organismes et que chacun l'intègre dans sa stratégie. Mais on compte beaucoup sur les professionnels comme vous. Je peux vous donner un petit coup de main sur ce que c'est que le logement adapté. Il n'y en a pas, on est d'accord. Il n'y en a pas. Donc sur le neuf, il faut partir sur de l'adaptable. Alors avec la base adaptée, en fait l'idée de l'État de dire vous fournissez un plan adapté et un plan adaptable nous permet de tendre vers les plus grands dénominateurs communs. Quand on fait de l'adapté, à chaque fois on passe à côté. Dire la personne qui rentre dedans, on a fait adapter à droite, il fallait faire de l'adapté à gauche, parce qu'elle est hémiplégique de droite. Donc ça, on tombe tout le temps à côté de la place. Ça, c'est la vérité. Donc je sais que pour certaines associations, c'est dur à entendre la notion d'adaptabilité, parce qu'ils veulent de l'adapter tout de suite, mais qu'est-ce que c'est que de l'adapter ? Ça n'a pas de sens. Donc c'est à nous de trouver aussi, on retombe sur la méthode, on retombe sur des enseignements, des formations, des accompagnements pour être sensible à ce qui est. Et dans l'existant, dans l'habitant, quand l'ergo intervient ou le médecin intervient à un instant T, 6 mois ou 9 mois après, c'est plus bon. Ce qui a été prescrit n'est plus bon. Donc notre réalité, c'est celle-là. Donc on sent qu'on est dans de l'évolutif. Donc je préfère parler de logement évolutif, d'espace évolutif, de matériaux évolutifs, plutôt que d'adaptés ou d'adaptables, qui nous limitent en fait réellement dans nos capacités à répondre correctement. Et encore une fois, ne pas oublier qu'on n'est pas que physique. Alors pourquoi les personnes, je voulais revenir aussi là-dessus, pourquoi les personnes, et ça c'est pour l'ALDA, ne vous sollicitent que sur la question des salles de bain, ou chez vous aussi d'ailleurs, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la culture de l'anticipation. Ce n'est pas encore mon problème, donc je ne sais pas anticiper la demande. Je ne suis pas là-dedans. Donc la salle de bain apparaît comme une évidence, mais quand vous faites une petite liste d'informations, et là on tombe sur l'acculturation, y compris des habitants, certes des artisans, certes des promoteurs, certes des bailleurs, certes des ingénieurs, mais aussi de l'habitant. Une petite fiche dans laquelle on vous dit, voilà, sur le vieillissement, on est d'accord, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est la belle-mère, ou la vieille du dessus, ou le vieux du dessous. On est d'accord, c'est pas nous. Là-dessus, il n'y a pas de problème.
N'empêche que cette petite fiche dans laquelle on dit, voilà, sur la salle de bain, voilà ce qui peut se passer. Est-ce que vous pouvez nous cocher la case pour votre belle-mère ou pour la voisine d'en face de ce que vous pressentez sur la salle de bain, sur la chambre, voilà ce qui peut se passer. Dans la cuisine, voilà ce qui peut se passer. Et du coup, on donne une information et les gens réagissent en disant « Ah mais oui, mais au fait, j'avais pas pensé, mais dans la chambre, oui, ça pourrait être intéressant de faire ça par anticipation pour ma belle-mère. » Donc on a quand même un gros sujet sur l'acculturation, l'accompagnement et la formation. On ne peut pas mettre ça uniquement entre les mains des ergots. C'est pas possible. D'autant qu'après, les délais, le nombre de personnes, on ne s'en sort pas. Donc il faut prendre ça par tous les bouts, descendant, ascendant. Et là, on arrivera à quelque chose de beaucoup plus efficace. Un, deux. Je vais revenir sur un point sur l'identification de l'offre et de la demande en matière de logement adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un récent rapport de l'ANCOLS. Donc l'ANCOLS, c'est l'Agence nationale de contrôle du logement social. C'est un peu le bœuf aux carottes du logement social. Donc ils passent voir chacun de nos amis tous les 5 ans et ils s'installent à un étage, ils décortiquent le tout. C'est l'équivalent du contrôle fiscal pour le truc, mais pour les bailleurs. Voilà, bon. Là, l'ANCOLS a rendu un rapport et a confirmé quelque chose qu'on savait tous, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux ne savent pas où sont leurs logements adaptés. Alors j'ai vérifié, moi j'ai pris le répertoire du parc locatif social avant de venir, j'ai regardé dans vos parcs et effectivement il y a énormément de logements. Bon, nationalement c'est 40% en fait des logements. Ce que disait monsieur, il ne faut pas regarder, c'est vous que je regarde, excusez-moi. Aujourd'hui, à peu près au niveau national, il y a 40% des logements sociaux, on ne sait pas s'ils sont adaptés ou pas. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème d'identification même du parc sur des logements qui ont pourtant fait l'objet de travaux. Ça veut dire que concrètement, moi j'ai des situations, pas sur le territoire, mais de logements parfaitement adaptés, quelquefois en domotique, qui sont donnés à des gens qui n'en ont pas besoin, et inversement. Voilà. Donc est-ce que là-dessus, sur ce point, sur le repérage de votre parc, est-ce que le boulot a été fait? Ça, c'est sur l'offre. Je reprends les préconisations du rapport de l'ANCOLS, parce qu'il est vraiment très bien ce rapport. Sur la demande, voilà, le diable est dans les détails. Quand vous faites une demande de logement social, vous atterrissez sur un fichier qui s'appelle le Système national d'enregistrement de la demande. C'est le SNE. Sur ce SNE, vous avez une annexe spécifique pour les personnes en situation de handicap qui le remplissent. La plupart du temps, dans tous les territoires où je passe, les bailleurs sociaux fonctionnent sur un système d'information propre et cette annexe handicap ne bascule pas au moment des commissions d'attribution. Je suis désolé, c'est des trucs très techno, très précis, mais qui sont des dysfonctionnements récurrents. Moi, je vois des dizaines de caléoles se rassembler où elles n'ont pas accès à l'annexe parce que le système d'information, je dirais, est différent. Et la troisième préconisation, je reprends les 3 grandes préconisations du rapport de l'ANCOLS, c'est qu'il incite les bailleurs sociaux à se rassembler sur cette problématique d'adaptation, de mutualiser leurs services, qu'effectivement au niveau d'un bailleur, le nombre de demandes n'est peut-être pas assez important pour constituer un vrai service. Il y a des bailleurs sociaux dans certains territoires qui se sont unis et qui ont pris un ergothérapeute en interne et qui sont plus dépendants d'une prestation extérieure. Mais pour ça, il faut avoir bien sûr un niveau d'échelle qui le permette avec un rassemblement de nombreux bailleurs. Voilà, juste en tout cas sur la question identification de l'offre, comment vous êtes, identification de la demande, comment vous êtes, et possibilité de mutualisation. Ça marche. Je vais répondre oui, très brièvement. Vous avez raison, il y a un travail de la fiabilisation de la donnée qui est valable pour tout, pas uniquement cet élément. Moi, ce que je peux vous dire sur Domo France, on a fait ce travail. On est actuellement sur le parc des Pyrénées-Atlantiques, on a 10% des logements adaptés. Alors, je fais quand même une parenthèse parce que c'est vrai que ce que vous évoquez, on dit on n'a pas de logement adapté, on n'est peut-être pas dans l'élément micro, mais par contre, quand on dit 10% qui représente à ce que on parlait tout à l'heure de normes qui sont demandées pour la construction. Voilà, 10% de notre parc est identifié. Et sur la globalité de notre parc... Pardon ? Non, on parle de logement. Enfin, on ne loge pas encore les gens au rez-de-chaussée. Voilà. Non, il y a... Quand on dit un logement adapté, et alors attention là aussi, parce que souvent, c'est pour ne pas confondre, on a le logement adapté et après, il faut qu'il soit accessible. Parce que si on fait un travail, pour revenir sur les lieux communs, on peut avoir une salle de bain adaptée, mais par contre, je suis au 2e étage sans ascenseur. Donc, logement pas accessible. Non, ça, on le sait. Alors, justement, cette donnée est quand même à affiner. Donc, uniquement, nous, on va parler de la partie travaux.
Donc ça, 10%. Et sur l'ensemble de notre parc, on sait qu'on est à 7%. Donc on est un peu mieux loti sur le 64. Sur le deuxième point que vous souleviez, sur les annexes. Localement, on a une plateforme qui est mutualisée, qui s'appelle ImoWeb, qui se nourrit, d'être un peu autistique dans l'approche, mais par rapport à la plateforme SNE que vous utilisez, c'est un outil qu'on a développé avec les services de l'État et qui permet justement, qui se substitue et que l'on utilise dès la commission d'attribution. Et dedans, on a cet item. Donc voilà, donc localement, on va dire régionalement, c'est un travail qu'on a fait et qui est certainement à peaufiner. Et enfin, se rassembler, oui, c'est un peu l'expérience, on va reparler de Pau, qui a fait un guide d'usage et qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui s'intitule « Mieux vivre dans son logement », donc qui a regroupé l'ensemble des bailleurs de l'agglomération paloise qui interviennent sur l'agglomération pour déjà inverser des résidences à étudier, et de travailler justement sur cette globalité, à la fois que ce soit le logement, la partie urbanistique, qui ne relève pas que du bailleur, parce que c'est ce que vous évoquez, madame, avoir des îlots de rencontres et autres, comment est-ce qu'on aménage, ce n'est pas que du bailleur, mais ça fait intervenir ces sujets, et de voir aussi le moteur, malheureusement, on va dire le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, comment est-ce qu'on dispose d'une avance de caisse pour pouvoir faire ces travaux, et de travailler là aussi, parce qu'on est dans un pays qui a la CERFA attitude entre d'un côté les MDPH, la CARSAT, les régimes spéciaux. Comment est-ce qu'on va chercher auprès aussi des mutuelles de l'argent qui permettent d'amorcer et de fluidifier justement cet élément. Donc voilà les 3 thématiques qu'on est en train de travailler avec l'agglomération de Pau. Voilà, et on espère des résultats mutualisés. Ok. Très bien, c'était très dense. On va d'abord donner un mot de conclusion à nos 2 experts. Je pourrais théoriser sur la notion d'expert en fait. La notion d'expert, c'est la notion qui écrase le politique en fait, parce qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir des visions politiques s'il y a des experts qui vous disent c'est pas possible en fait. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez pas les experts, écoutez personne en fait, parce qu'il y a tellement de visions et de choses qu'on veut atteindre où on vous dira que c'est impossible, que ça n'existe pas, que c'est pas dans le monde réel, alors que c'est ça la bonne voie, en fait. Donc si je finirais en tant qu'expert à la fin, n'écoutez pas les experts, restez politique. Merci. Dans la même veine, à chaque fois qu'on nous a dit que c'était une utopie, c'est devenu une réalité. Pau est devenu une réalité. Vous êtes en train de vous en emparer. C'est ravi. Donc continuons à être utopiques. Et avant de passer à une petite animation, je vais laisser Gaëlle conclure. Mil esker handi bat deneri eztabaida aberats honentzat, aldak gai ezberdin hauek bultzatzen segituko du, bizitegien egokitzapenaren gaia interesatzen bazaizue, aldako eskuragarritasun taldearekin harremanetan sartu. Gai horiek eta beste guztiak, auzo kolektiboetan eta aldako etxe bizitza sozialeko lantaldean ere tratatuak dira. Eta mil esker haiei gaurko antolaketa laguntzagatik. Eta horrelako ekitaldi bat kostu bat badu ere, kuts batzuk patsatuko dira, aintzinetik eskertzen dizuet parte hartzea. Eta orain, bertan solasaldia segitzeko parada izanen dugu, eta herrian bizitzeko eskubidearen aldeko aldaren urteko garapenak ospatzeko ere bai, hemendik hurbil patxokin elkartuko gira. 8 taldearen kontzertuarekin pintxoak eta edariak badira. Gaualdi horrekin eguna eta urtea ederki bukatzeko parada izan daiteke, beraz laster arte, en français. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cet échange bien riche. Alda continuera à porter et à pousser ces différents sujets. Si le sujet de l'adaptation des logements vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Accessibilité d'Alda, qui participe à la réflexion sur une meilleure prise en compte du handicap et du vieillissement des locataires du parc HLM.
Ces thématiques et toutes les autres qui avaient été citées avant sont traitées aussi dans les collectifs de quartier qu'on accompagne, ainsi que dans la commission logement social d'ALDA, que je remercie d'ailleurs grandement pour son soutien à l'organisation d'aujourd'hui. Et je rappelle qu'organiser un événement comme celui-ci a aussi un coût, alors des coachs sont en train de passer. Merci d'avance pour votre participation. Et maintenant, pour poursuivre les discussions et pour finir la journée et l'année en beauté, rendez-vous à quelques mètres d'ici, au Pachoki, donc rue des Tonneliers, pour célébrer et fêter les différentes victoires obtenues cette année pour le droit de vivre et se loger au pays. Avec le concert du groupe Sorti, il y aura aussi de quoi boire et manger, alors à tout de suite.